J'ai opéré un de mes meilleurs amis qui est médecin, qui faisait du sport et malheureusement n'a pas les résultats qu'il souhaite. Quelques semaines plus tard, il va à la plage avec d'autres copains médecins. Il enlève son t-shirt et là ils sont tous waouh, choqués. Ils sont tous médecins. Aucun ne fait le rapprochement avec la chirurgie. Aucun. Et c'est des docteurs. Je pense qu'il y a des bons chirurgiens partout. J'étais étonné de voir que certains collègues brésiliens, qui sont des gens très connus forcément, demandaient 3 ou 4 fois ce que nous on demande en France pour certaines chirurgies. Pour des populations qui ont un revenu moyen qui est bien inférieur. J'avais opéré la compagne de ce monsieur et il y avait eu plusieurs chirurgies, donc ça représentait une belle somme. Et il me dit, écoutez docteur, faut que je vous dise, c'est le meilleur investissement que j'ai fait toute ma vie. Bonjour Alexis. Bonjour Delphine. Je suis très contente de te recevoir. Oui, je sais, je suis contente de recevoir tous mes invités, mais là, c'est complètement inédit. Alors, c'est un sujet que je n'ai jamais traité, c'est un sujet que je suis hyper contente de traiter. Et puis, j'ai pas l'occasion de rencontrer tous les jours des chirurgiens esthétiques. Effectivement. Multicasquette de surcroît. C'est assez rare. Puisque tu ne fais pas que pratiquer ton métier d'origine, on va en parler. Et donc, je suis très contente de te cuisiner parce que vraiment, j'ai littéralement énormément de questions à te... Exactement. Ah, on va pas faire... Pendant 2 ans, on va se faire tous les jeux de mots du corps humain. Peut-être, ok. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer à mes auditeurs ? Alors, je m'appelle Alexis Delobos, j'ai 36 ans, je suis chirurgien plasticien, l'heureux papa de 2 magnifiques enfants de 2 ans et demi et 1 an. J'habite Bordeaux, j'ai... disons plusieurs casquettes. J'ai une activité de docteur, donc de chirurgien plasticien, esthétique et aussi reconstructeur un petit peu. J'ai une activité sur Paris, j'ai une activité sur Bordeaux et j'ai également une 3e zone d'activité au sud de Bordeaux, dans la ville d'Agen. J'ai une autre casquette on va dire, d'entrepreneur ou de chef d'entreprise parce que j'ai développé en 2022 une académie de chirurgie qui reçoit des chirurgiens du monde entier à l'international pour les former à des techniques et des technologies qu'on utilise au quotidien dans une surspécialité, une niche qui s'appelle le body contouring en chirurgie plastique. Donc c'est la chirurgie du corps en fait en général, avec une spécialité qui est née dans les années 2000 qui s'appelle la liposculpture et qui consiste à recréer chez les hommes et chez les femmes qui le souhaitent des corps sculptés, athlétiques. Notamment le six-pack. Notamment le six-pack. Parfois, on a du four-pack aussi, du eight-pack. Ça dépend un petit peu de l'anatomie, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu technique. Donc, j'ai cette casquette aussi d'entrepreneur. J'ai d'autres casquettes parce que j'investis aussi dans d'autres boîtes. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a des choses qui sont un peu confidentielles et mes associés ne sont pas forcément open pour qu'on en parle beaucoup. Mais il y a une boîte dans l'événementiel et il y a une autre société dans le négoce, en fait. Ok, mais rien à voir avec la médecine ou si c'est connexe. On va dire que c'est connexe. Et ma dernière casquette qui est assez récente et qui date de décembre 2023, c'est que je suis porte-parole d'une ONG. Qui a plusieurs projets, dont l'un qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la mise en place de système TAC. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc le système TAC, TAC, c'est toilettes à compost. Donc on fait des toilettes sèches en Afrique, notamment au Mali et au Bénin. Ça permet de répondre à plusieurs problèmes sociétaux. Le premier, c'est les agressions des femmes qui sortent de leur maison la nuit pour aller faire leurs besoins dans les fourrés, dans les bois, etc., qui sont agressées et violées. Le deuxième, c'est la lutte contre le péril fécal, parce que forcément, quand tu as des déjections humaines dans la nature, ça crée des maladies et ça augmente la transmission des maladies. C'est pour ça qu'on mourait de diphtérie avant qu'il y ait tout à l'égout. Ça crée des écosystèmes locaux qui sont pérennes, c'est-à-dire que, en gros, on transforme les déjections humaines en or, puisqu'on va avoir des agents collecteurs qui vont récupérer ces déjections humaines, les transporter jusqu'à des bacs en ciment avec lesquels on va les mélanger avec de la sciure de bois et de la cendre, et ça va créer de l'engrais biologique qui sera vendu sur les marchés locaux à un prix inférieur aux engrais chimiques, ce qui permettra la préservation des sols, puis de créer aussi tout un système local pérenne et puis un revenu complémentaire pour ces familles. Donc ça permet de contribuer. Et ça faisait plusieurs mois que je me posais la question, mais comment je peux contribuer ? Parce que je trouve ça important de contribuer. Et puis la solution m'est venue d'un de mes mentors, en fait, qui m'a associé au projet et que je remercie.
Puisque tu me lances sur le sujet, j'avais pas du tout prévu de parler de ça en premier, mais allons-y. Ce besoin de contribuer, il vient d'où? Tu vois, tu t'es toujours dit, à partir d'un certain niveau, quand je me sentirais confortable, j'ai envie de redistribuer, ou peut-être, tu vois, c'est lié à ta paternité qui est pas si... tu vois, qui date de pas si longtemps que ça. D'où ça te vient? Ou t'as toujours eu ça? Ou t'as toujours eu une forme de générosité? Ou alors pas du tout? C'est venu sur le tard. Tu vois, comment t'expliques ça? Là, comme ça, je n'ai pas réfléchi à la question parce que voilà, c'est comme tu le dis, c'est spontané, c'est la magie du live, la magie du direct. Spontanément, la première chose qui me vient, je dirais que c'est mes racines. Ma mère est congolaise, j'ai une petite partie de culture africaine quand même, et c'est vrai que spontanément, je me suis dit un jour, je ferai quelque chose là-bas. Et donc, je pense que la première réponse, tu vois, quand je t'en parle, ça me fait quelque chose, il y a un petit peu d'émotion. Je pense que la première chose qui me vient, c'est ça, contribuer en Afrique. La deuxième chose qui me vient, c'est l'éducation. Moi, j'ai des parents qui ont une culture très catholique, très enracinée. Moi, j'ai grandi avec ça pendant toute ma jeunesse, en fait. La messe, l'école privée catholique, les prières le soir, etc. Donc, je pense qu'il y a une part d'héritage culturel. Et disons qu'à force de côtoyer des entrepreneurs à succès, des masterminds, des choses comme ça, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Et je pense que inconsciemment, j'ai dû télécharger ce logiciel-là. Je pense que j'avais ça dans le fond de mon esprit, dans une case quelque part. Et peut-être que après avoir validé quelques étapes, notamment le succès des entreprises, etc., ce truc-là a éclos comme aller vers quelque chose de plus grand que soi, tu vois. C'est-à-dire pas juste le faire pour moi, pour mes équipes, pour l'ego ou autre chose, parce que quand tu contribues pour une ONG, tu donnes du temps gratuitement. Et donc, c'est contribuer à plus grand que soi. Et je pense que c'est un shift que tu fais, en tout cas en ce qui me concerne, quand tu es libéré un petit peu de ce truc de je lance ma boîte, je crame les réservoirs au début pour mettre la fusée en orbite. Là, je prends un peu de recul et je me dis, OK, c'est top, je me suis accompli professionnellement, personnellement, mais c'est quoi le next step, tu vois? Et pour moi, le next step, c'était ça. Et effectivement, quand je le fais et quand on le fait avec nos équipes, il se passe quelque chose de différent, tu vois. Je le fais pas du tout pour moi, et tu sens que ce que tu fais, ça va bénéficier à peut-être des centaines ou des milliers de personnes autour de toi, et il y a une sensation de comment dire, de sérénité et d'accomplissement, mais en dehors de toi, tu vois. C'est autre chose que je monte ma boîte, je remplis les comptes, je fais de la trésor. Je te pose la question parce que c'est des réflexions que j'ai depuis un moment. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui se disent un jour, tu vois. Quand j'aurai plus, quand je me sentirai plus à l'aise, quand j'aurai accompli certains objectifs financiers qui sont les miens. Et je me pose souvent la question, est-ce que tu te racontes des bobards, Delphine? C'est des croyances, pour moi c'est des croyances. Parce que est-ce que c'est parce que le niveau de contribution que tu veux avoir, tu as envie direct d'avoir un impact plus important? Moi, je sais que ça aide les associations, mais ça n'a pas énormément de sens ou de saveur pour moi d'envoyer un chèque au Resto du Cœur ou à la SPA, la SPA étant plutôt une cause qui me touche moi. Et en fait, ça n'a pas beaucoup de sens, alors que je sais que factuellement ça aide, tu vois. Mais donc voilà, est-ce que c'est parce que je veux direct avoir un impact vraiment important, être capable de donner des chèques à 5 chiffres et du temps? Mais il y a une partie de moi qui me dit, est-ce que tu te leurres pas, et est-ce qu'en fait c'est juste que tu repousses le truc, et en fait il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'est pas débloqué, tu vois. Exactement. Donc je suis un peu entre les deux, j'ai cette réflexion, c'est pour ça que ça m'intéresse de te questionner sur ce sujet. T'as touché le nœud de l'action, en fait. C'est-à-dire que il y a un moment donné, tu vas changer ton niveau d'énergie, ton niveau vibratoire, j'aime beaucoup ça, et à un moment donné tu vas te sentir prête. Et quand tu seras prête, tu vas te mettre au service d'eux. Et tu vas te rendre disponible pour être au service du plus grand nombre et de l'univers. Et quelque chose va t'arriver. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Ça s'est passé comme ça pour mes mentors, et ça s'est passé comme ça pour moi. Ça faisait 6 mois que je me sentais prêt à être au service d'eux, et ça m'est venu, j'ai rien demandé. Ça m'est tombé entre les mains.
Mon mentor m'appelle, il me dit voilà, est-ce qu'on peut se faire un dîner à Paris, machin, j'ai un truc à te dire. Et je m'attendais à tout sauf à ça. Oui. Tout sauf à ça. J'imagine. Et quand il me l'a présenté, je me suis dit waouh, ça y est, j'ai reçu. J'étais prêt, je me suis rendu disponible. Personnellement, vibratoirement, énergétiquement, j'étais à ce niveau-là et le truc m'est arrivé. Et ça s'est fait d'une manière absolument fluide. Et au même moment sont arrivées les bonnes personnes, les bons collaborateurs. Et ça s'est fait naturellement. Et pour moi, c'était une évidence. Est-ce que quand tu dis que tu étais prêt à accueillir, c'est parce que ça venait... Tu vois, et ton mentor, il n'est pas venu ici, tu vois, dans cette histoire par hasard. Il a senti qu'il y avait un besoin. Il s'est dit, je vais l'aider comme ça. Est-ce que ce besoin que tu as ressenti, c'est, tu vois, une sorte de vide de sens où j'ai accompli beaucoup de mes objectifs, and so what, tu vois, and what's next, quelque chose comme ça. Tu vois, est-ce qu'il y avait cette idée de c'est bien, mais non. Pas du tout. Je te vois. Pas du tout. Je vais te répondre par une seule réponse, un seul mot, c'est amour. Moi, je fais ce métier par amour. Et faire ce métier, ça me reconnecte à l'amour que j'ai reçu de mon père. Parce que mon père est sculpteur. Et quand j'étais enfant, on passait des heures et des heures dans son atelier à sculpter des choses. J'ai fait mes premières poteries, mes premiers sandards, mes premiers vases, j'avais 4-5 ans. Pardon. Je suis désolée. Donc, pour ceux qui nous voient sur YouTube. Je fais ce métier par amour. C'est bien, ça veut dire que tu vois, il y a de l'énergie qui passe, il y a des émotions. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est la vraie vie, tu vois. Alexis vient de me faire pleurer en direct. On se demande pourquoi, mais... Parce que tu vois, quand je te parle de ça, c'est vrai. Tu peux pas simuler un truc pareil. Et en fait, tu vois, c'est à ce Noël, là, cet hiver, je discutais avec mon père, mais je lui dis, mais comment t'en es venu à faire de la sculpture, tu vois, comment t'en es venu à faire ton métier de ça? Qui me raconte son histoire, ça faisait longtemps qu'il me l'avait pas raconté. Il me dit, en fait, quand j'avais 16 ans, ma mère me dit, écoute, je t'ai trouvé un truc, parce qu'il a perdu son père très jeune, en fait. Et c'était le seul homme à la maison. Et donc ma grand-mère lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Là, faut que tu ailles bosser, quoi. Faut que tu ramènes de l'argent à la maison. Et puis, elle lui trouvait un truc de CAP d'électricien. Puis c'est vrai que mon père, c'est un manuel. Il a toujours tout fait de ses mains, démonter les trucs, remonter les trucs. Enfin bref, c'était son truc. Et puis, ce qu'il m'a raconté, c'est marrant parce qu'il me dit, donc, il me l'a pas dit comme ça, il m'a dit, je me suis plongé à l'intérieur de moi et je me suis dit, qu'est-ce qui m'a fait vibrer ces 10-15 dernières années? Et la première chose qui lui est venue à l'esprit et dans son cœur, ça a été les moments où il faisait des petites constructions, des petits dessins, des petits trucs de pâte à modeler avec mon grand-père, qui était en fait le premier artiste de la famille. Et comme il l'a perdu très jeune, quand il avait 7-8 ans, et que sur les 6 derniers mois, donc je ne vais pas raconter les détails parce que voilà, mais mon grand-père était mineur en fait, et il est mort très jeune de pathologies qui sont liées au travail dans la mine. Et sur ces 6 derniers mois de vie, il s'est vu mourir progressivement avec l'oxygène, la morphine, enfin bref. Et du coup, les seuls moments où mon père connectait avec son père, c'était quand il rentrait de l'école et qu'ils faisaient de la pâte à modeler ensemble. Et un jour, on lui a dit, non, tu peux plus y aller parce que voilà, c'était fini. Et lui, il a cherché continuellement à avoir cette connexion avec son père. Et il l'a eu au travers de l'art, en fait. Et donc, il m'a transmis ça inconsciemment. Donc moi, c'est une façon de connecter avec cette lignée familiale et avec ce terreau familial artistique, en fait. Donc, mais ça, au moment de choisir ton parcours d'études, tu avais conscientisé pas du tout. Ça? Ok. C'est venu avec les mentors, le travail intérieur, l'introspection, tout ce que tu peux faire en dev perso, quoi. Alors, comment tu as choisi cette voie? Excellente question. Écoute, moi, j'ai 2 facettes. J'ai une facette, on va dire, artistique, anarchiste, qui vient de mon père. Mon père, c'est un artiste... limite caricatural, tu vois. Anarchiste, anarcho-socialiste, le système, machin, etc. Donc moi, j'ai grandi avec cette facette-là, et avec la facette maternelle de « il faut travailler dur, il faut se lever tôt le matin, il faut pas compter ses heures, il faut étudier 2 fois plus que les autres ». Et donc, il y a eu cette espèce d'ambivalence qui, finalement, s'est révélée être une force sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a le côté travaillomane de ma mère et le côté rêveur de mon père. Et en fait, l'association des deux, je me suis rendu compte sur le long terme que ça pouvait donner des trucs géniaux. Parce que les rêveurs qui travaillent pas, c'est compliqué, quoi. Un Steve Jobs qui bosse pas, ça marche pas, quoi. Et ce côté artistique s'est développé extrêmement tard. C'est-à-dire qu'il a germé pendant des années sans s'exprimer.
C'est-à-dire que j'ai baigné dedans, on va dire, de mes 3-4 ans jusqu'à mes 16 ans, quand j'ai quitté la maison. Mais... T'as quitté la maison à 16 ans? Ouais, assez tôt, ouais. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Ah mince, j'aurais bien voulu, mais bon, je respecte. Et du coup, ce côté travailloman, il s'est exprimé par la médecine. C'est-à-dire que j'ai toujours été hyper curieux, hyper intéressé par ce qui se passe dans le corps humain. J'ai aucun parent médecin, il n'y a pas de toubib dans ma famille, ma mère est kiné, mais voilà. Mais d'autant que pour choisir la voie de la chirurgie esthétique, c'est la voie de l'excellence dans les études de médecine, c'est-à-dire en fait il y a peu de place. Et donc... Ça c'est la fin de l'histoire. Ouais, ok, je grille les étapes. Si t'as le temps, je développe, si t'as pas le temps, on va directement à ce stade-là. Fais un entre-deux. Ok. Donc, médecine, travailler fort, travailler dur, 100 heures par semaine, bref. Mais quand tu commences médecine, tu sais pas comment tu vas finir. C'est-à-dire que c'est un concours. C'est un concours en première année, c'est un concours en 6e année. Donc, tu peux passer le cap de la première année, mais te retrouver dans un boulot que t'aimes pas. Ouais. C'est ça qui est dur. Et donc, je fais mes études de médecine. Bon, je rencontre, parce que je tombais très malade en fait en première année, et je rencontre un neurochirurgien formidable qui me sauve la vie. Forcément, je veux devenir neurochirurgien. Et puis, chemin faisant, je fais d'autres rencontres. Finalement, ça se fait avec des rencontres. Puis, je tombe sur des microchirurgiens incroyables qui me prennent avec eux au bloc, qui m'ouvrent toutes les portes du plus grand centre de microchirurgie. C'est quoi la microchirurgie, du coup ? La microchirurgie, donc pour les gens qui nous écoutent, la microchirurgie, c'est tout ce qui concerne la chirurgie des petits vaisseaux, des petits nerfs, des petites artères qu'on fait sous microscope, avec des fils qui sont des fils spécialisés, qui sont tout fins, qui font la taille d'un cheveu, et avec lesquels on va par exemple réparer des doigts coupés, ou faire de la replantation par exemple, ou faire des greffes du visage, des choses comme ça. Et moi je tombe là-dedans, et en fait je trouve ça incroyable. Pour moi, le microchirurgien à l'époque, c'était parce que j'avais eu de la microchirurgie pour moi-même, pour la maladie que j'ai eue. Et là, je me retrouve à faire de la microchirurgie avec des mecs qui sont passionnés, et en fait, c'est hyper ludique. Et la microchirurgie, c'est comme jouer à la PS4 un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, t'es avec des petits joysticks. Ok. Et donc, moi, j'étais un fanat de jeux vidéo. Ça a réveillé ton âme de joueur. Des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo. Donc, pour moi, la microchirurgie, c'était un petit peu la même chose. Ouais. Et donc, c'était pas très difficile pour moi au début. Même si c'est quelque chose de très technique. Et en fait, il y a des études qui montrent que les chirurgiens qui se mettent à faire ce qu'on appelle la célioscopie, c'est-à-dire la chirurgie par caméra dans le corps, quand c'est des jeunes qui ont joué aux jeux vidéo, ils sont bien meilleurs techniquement que les vieux qui s'y mettent, même s'ils ont moins d'expérience. Et donc ça se traduit aussi dans la microchirurgie. On ne dira jamais assez que jouer aux jeux vidéo, ça développe... Ça peut développer une carrière. Ça développe certaines qualités chez... Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Et quand tu penses, c'est logique. Les deux joysticks de la PS4, ils sont au niveau du pouce. En microchirurgie, tu utilises beaucoup ton pouce. Et donc, je pense que tu développes ce qu'on appelle les mécanorécepteurs, les récepteurs sensoriels. Vos enfants sont peut-être des futurs microchirurgiens. Mais ce n'est pas un conseil. Bref, et donc je tombe sur ces mecs-là, donc histoire d'une rencontre. Et je me dis, waouh, je vais être microchirurgien. Et en fait, pour être microchirurgien, tu as deux voies. Soit tu fais de la chirurgie esthétique, et tu fais ce qu'on appelle un diplôme universitaire de microchirurgie, soit tu fais de la chirurgie orthopédique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la chirurgie de la main. Et les chirurgiens de la main ont la réputation d'être parmi les meilleurs chirurgiens du monde. Parce que justement, ils sont très forts en microchirurgie. Et donc, je suis passionné de ça. J'entre en chirurgie esthétique pour faire de la chirurgie de la main. Je continue à aller voir mes mentors de l'époque. La chirurgie orthopédique ne mène pas la chirurgie de la main? Ça peut. Oui, j'aurais pensé que oui. Tu peux être ortho, faire que de la hanche. Tu peux être ortho, faire que de l'épaule. Et tu peux être ortho et faire que de la main. Et du pied. Voilà. Et donc, effectivement, chirurgie esthétique, c'est difficile. À l'époque, quand j'ai passé le concours, on était 7008 et puis ils prenaient 40 places, tu vois. Donc, c'est très peu, quoi, dans la France entière. Et donc, j'y arrive, alors en 2 fois, pas en 1 fois. Donc, je passe le concours 1 fois, je le loupe, et puis je repasse en candidat libre l'année suivante. Donc, pendant 1 an, je fais de la médecine d'urgence. Et là, puis, c'est encore après l'internat, c'est après la 6e année. C'est avant l'internat, ça. Ça, c'est avant l'internat, ok. Donc, tu as tes 6 ans, tu passes ton concours, tu finis premier, tu prends ce que tu veux dans la ville que tu veux, tu finis dernier, tu prends ce qui reste. Voilà. Et toi, donc à la 6e année, tu n'as pas eu ce que tu voulais? J'ai pas eu ce que je voulais, donc j'ai pris médecine générale, j'ai fait un stage de médecine d'urgence qui me permettait de réviser à côté pour repasser le concours, et je repasse le concours, et là, je peux prendre chirurgie plastique. Ok. Donc, je fais mon cursus de chirurgie plastique, mon cursus de microchirurgie, et mon cursus de chirurgie de la main. Ok. Donc, je fais les 3 cursus en même temps. Et ça me passionne, je trouve ça incroyable et je veux en faire mon métier. Et puis, mes mentors de l'époque me proposent d'intégrer leur centre. Avant même que je termine les études et tout ça. Donc, je me dis, putain, génial. Mes mentors me proposent de bosser avec eux.
forcément, tu te dis, putain, mais je suis béni des dieux, quoi. Parce que dans ce centre-là, les places sont extrêmement chères, si tu veux. Les gens se battent pour y aller, et moi, ils me proposent la place alors que j'ai même pas fini. Donc, je leur dis, ok, comptez sur moi, les gars, dans 3 ans, je suis là, quoi. Quand j'ai terminé, je suis avec vous. Et au final, ça se passe pas exactement comme je le souhaite. C'est-à-dire que, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des détails techniques, mais en gros, c'est des personnes qui sont associées et ils peuvent pas faire rentrer des associés tout le temps. Ouais. Parce qu'il y a un système de pot commun, si tu veux. Et il venait de faire rentrer un copain à moi qui était intéressé aussi pour rentrer, mais du coup, moi, il fallait que j'ai 1, 2, voire 3 ans d'attente avant de rentrer. Okay. Et j'avais terminé et je voulais m'installer. Donc je leur ai dit, bah non, je vais pas rentrer. Je vais faire autre chose. Le deal, c'était d'être collaborateur en attendant et... Il n'y avait même pas de deal. Ok. C'était t'attends. Ah, donc tu fais autre chose pendant 3 ans et après il y aurait une... Hypothétiquement, il y aurait une place. Voilà. Ah, ok. Ah oui, en fait. Et un de mes maintenant meilleurs amis me dit, écoute, je suis désolé, machin, on a pris quelqu'un d'autre et tu vas devoir attendre et tout. Je dis, écoute, moi je vais signer ailleurs, ça va se passer comme ça et j'ai pas envie de rester dans l'attente de... Je déteste quand ça dépend pas de ma zone d'influence, je peux pas mettre ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre, quoi. Bref, ça c'est mon point de vue. Et donc je m'installe ailleurs et au moment où je signe, la semaine d'après, on se revoit et il me dit, écoute, c'est bon, j'ai parlé au comptable, on a trouvé une combine, on peut te faire rentrer. Et j'avais déjà signé ailleurs. Et je lui dis, mais en fait non, moi je me suis engagé, je suis quelqu'un d'intègre, j'irai jusqu'au bout, et je me suis engagé avec eux et j'irai jusqu'au bout. Donc je ne me suis pas installé avec eux. Et en fait, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Premièrement, parce que ça s'est pas bien passé avec mes associés. Et ça m'a appris énormément de choses sur l'association avec qui je travaillais. J'ai pas compris là. Il dit c'est la meilleure décision, mais ça s'est pas bien passé. Voilà, learn by failure. C'est exactement ça. Si tu te prends pas des vestes, t'apprends pas. J'adore. Et en fait, quand j'ai démarré mon activité, je me suis fortement intéressé aux new trends en chirurgie plastique. Et alors, new trends pour les Français et les Européens, mais en fait, c'est des trends qui existaient déjà depuis 15 ans dans d'autres pays, en fait, d'Amérique latine notamment, qui sont très avancés sur C'était des cabinets de chirurgie esthétique. Ouais. Et toi, tu étais généraliste dans la pratique et le temps de te former On est quasiment tous généralistes dans la pratique quand on débute. Sauf des cas particuliers de reconstruction, de centres hyper spécialisés où ils font que du cancer de sein ou que ceci ou que cela. Donc, mais... vous faites tous tout en débutant? Globalement. Et est-ce que vous terminez tous spécialistes ou nichés dans un domaine ou pas forcément? Non. Okay. Non. Je dirais que, allez, grosso modo, sans avoir revu les chiffres avant, on doit être 80% à finir généraliste. Ok. Généraliste en chirurgie plastique. Et 20% à être déjà focus sur quelque chose. Globalement. Les chiffres sont certainement faux, mais là, c'est ta perception en tout cas. C'est ma perception. Ouais. Ok. Qui sera toujours meilleure que la nôtre, qui ne sommes pas dans le métier. Oui, non, mais ça se joue à peu de choses près, mais globalement, on est à peu près tous généralistes. Ok, d'accord. Ouais. Donc, tu es généraliste, dans ce cabinet-là, ça se passe pas bien et ça t'apprend énormément. Exactement. Ouais. Et donc là, ce petit, on va dire, cette petite surspécialité en chirurgie plastique, enfin, chirurgie esthétique plutôt, qui est la liposculpture, me met une claque de 10 ans. C'est-à-dire que ce qu'à l'époque, moi, j'ai appris en hôpital public, qui n'est pas un endroit où on fait normalement beaucoup de chirurgie esthétique, c'est plus de la reconstruction, etc. Parce que t'apprends en hôpital public la chirurgie esthétique. Oui, comme tous les médecins. Ouais, c'est vrai ça. Il n'y a pas de partenariat avec des cabinets? Alors maintenant, oui. D'accord. Maintenant, oui. Ça commençait à beaucoup se développer au moment où je terminais. Parce que il y a peu de pratiques ensuite en hôpital public de la chirurgie esthétique. Dans certains hôpitaux aussi, notamment parisiens. Alors ça, c'est un autre sujet, on va pas s'étendre dessus parce que je pense pas que ça intéresse les auditeurs, mais la pratique en tout cas l'enseignement de ma spécialité est extrêmement variable en fonction de la zone géographique. À Paris, tu n'as pas la même formation qu'à Reims, à Nantes ou à Poitiers. Et c'est pour ça qu'on nous autorise à faire ce qu'on appelle des interchus, où pendant 6 mois, 1 an et demi, tu vas aller ailleurs en fait. Et tu as même la possibilité d'aller à l'étranger. Moi, je suis parti au Canada, par exemple. Ça m'a appris énormément de choses, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Au Mexique aussi.
C'est là que j'ai découvert la chirurgie esthétique, on va dire... industrielle. Extra-hospitalière. Non, pas industrielle. Okay. Pas industrielle, parce qu'en fait, les premiers blogs que j'ai faits, je me rappelle, avec le docteur Quiroz à l'époque, à Puebla, qui était un gros centre de chirurgie plastique, c'était des greffes de peau chez des brûlés. Je me suis dit, waouh, c'est génial ce qu'il fait, il rend service aux gens. Et je me suis donc du coup, j'ai vraiment focus sur cette niche qu'est la liposculpture, et je me suis formé avec... alors, le premier à m'avoir formé, c'est un chirurgien espagnol qui s'était lui-même formé avec l'inventeur de la technique. Et pour moi, ça a été une révélation parce qu'en fait, je n'avais jamais vu ça. Dans aucun des stages, aucun des services où je suis allé, ça n'existait pas en fait. Et la première fois que j'ai vu ça, c'était sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, c'est pas possible, les photos sont retouchées. Mais vraiment, hein. Je me suis dit, il faut que je le voie de mes yeux. Donc je suis allé le voir de mes yeux et effectivement, j'ai pris une claque de 15 ans. Parce que pour moi, c'était impossible. C'est comme si je prends un exemple qui n'a rien à voir, hein, mais c'est comme si tu montrais à quelqu'un du début du 20e SpaceX, quoi. On va dire, non, c'est le futur, ça n'existe pas. Tu vois. C'est pareil, je me suis pris la même claque. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu conscientises avec le recul ce lien, tu vois, que tu as voulu entretenir avec ta filiation, le rapport à la sculpture du corps, etc. À ce moment-là, qu'est-ce qui t'attire dans cette discipline ? Est-ce que tu te dis, je vais être cash, hein, c'est plus lucratif de se nicher, personne ne fait ça en France, c'est intéressant. Par rapport à, tu me dis, tu as vécu des expériences où il y avait de la chirurgie de reconstruction. Et je sais que parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont des a priori sur la chirurgie esthétique. Je peux pas dire que j'en ai pas non plus, parce que quand j'ai préparé cet entretien, je me suis dit, waouh, c'est hyper biaisé. À plusieurs reprises, je me suis dit, waouh, cette question, elle est un peu biaisée quand même. Et donc, je vois bien que, tu vois, il y a quand même cette idée de, quand c'est reconstructeur, c'est noble, et quand c'est pas reconstructeur, c'est une usine à cash, tu vois. Exactement. Et donc, je te la pose, tu vois, de manière très cash. Au moment où tu prends cette décision, et avant d'avoir conscientisé tout ce que tu as conscientisé aujourd'hui, ça se passe comment dans ta tête ? Le premier mot qui me vient, c'est émerveillement. Vraiment. Le jour où je vois ça de mes yeux, le jour où je vais me former, moi aussi, du coup, avec le créateur de la technique, pour moi, c'est un game changer. Je me dis, mais Donc, c'est côté technique, en fait, qui te... Non. Artistique. Artistique, ok. Artistique, toujours la même chose. Amour, passion, c'est vraiment ça, quoi. Et je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire. Je me dis, je vais pouvoir proposer ça à mes patients. C'est les résultats qui te... Oui, c'est le concept, c'est la technique, c'est les résultats, c'est la philosophie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ce que tu fais, en fait, c'est que tu fais une chirurgie pour laquelle il n'y a quasiment pas de cicatrice visible, hein, et tu vas transformer le corps des gens en révélant leur propre anatomie, en suivant les sillons, les courbures du corps, et en les respectant. Pour moi, c'est un concept génial. Tu vois. Je vois ça, je tombe amoureux du concept de la philosophie. C'est marrant parce que moi, dans ma tête, cette technique, c'est une forme de standardisation des corps. Pas du tout. Et du coup, il n'y a pas cette idée de... Au contraire, c'est l'inverse de la standardisation. Ah bah, tu vois, c'est intéressant parce que moi, avant qu'on se parle, tu sais, j'étais allée voir des vidéos, certaines sur ton site, certaines en dehors. Et tu vois, dans mon prisme à moi, c'était... ah bah... Tu veux des fesses rebondies, bah, tu auras des fesses rebondies. Tu veux un six-pack, four-pack, six-pack, eight-pack. Donc, tu veux des tablettes de chocolat, en gros. Bah, tu auras des tablettes de chocolat. Et c'est un peu, ok, demain, tous les hommes peuvent avoir des tablettes de chocolat. Et donc, pour moi, c'est... Il n'y a plus... Alors, il n'y aura jamais plus de diversité des corps. De toute façon, heureusement, on n'éradique pas la diversité des corps. Mais voilà, pour moi, ça allait plutôt dans le sens de la standardisation que dans le sens de la sublimation. C'est top que tu me poses cette question parce qu'hier j'étais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, en ce moment il y a un congrès international de chirurgie esthétique à Paris qui est probablement le plus gros congrès de chirurgie plastique et de médecine esthétique au monde. J'étais chairman pour une session totalement dédiée à la liposculpture. Et c'était justement ce sujet-là, c'était
qu'est-ce que c'est que la liposculpture? Est-ce que c'est une standardisation? Est-ce qu'on peut le faire à tout le monde? Et est-ce que n'importe quel patient est éligible à la technique? Et en fait, la réponse c'était non, en fait. C'était tout le monde ne peut pas le faire, ce n'est pas une chirurgie pour tout le monde. Et la particularité de cette chirurgie, c'est qu'en fait, tu pars de l'anatomie du patient et tu la respectes. Tu peux pas faire la même chose chez tout le monde, et c'est pour ça qu'aucun de mes résultats ne se ressemble. Parce qu'à chaque fois, c'est des personnes différentes. Est-ce que c'est le cas de toutes les chirurgies plastiques? Qu'est-ce qui fait... Alors, quelles sont les contraintes? Ouais, mais je sais qu'elle n'est pas facile. Alors déjà, premièrement, quelles sont les contraintes anatomiques dans ta discipline qui font qu'on peut le faire ou ne pas le faire? Tu vas me dire, c'est peut-être un peu trop technique. C'est très technique. On peut avancer sur le sujet. Non, mais... peut-être. Si toi, tu juges que c'est pas intéressant, c'est peut-être que là, je te pose des questions de curiosité. Mais... Je vais donner 2-3 exemples et après... Et de manière générale, plus dans la discipline de la chirurgie plastique, est-ce que effectivement... c'était une de mes questions, comment tu détectes le patient que tu vas pouvoir aider, accompagner, et celui que tu vois, est-ce que le besoin, il est... Voilà, quels sont les facteurs auxquels tu es vigilant en te disant là j'y vais pas, parce qu'il peut y avoir finalement plus de dommages que de bienfaits? Écoute, c'est la conclusion de notre session d'hier. La priorité, c'est... En avant-première, la conclusion du colloque international de chirurgie plastique. La priorité, c'est vraiment la sécurité. C'était la conclusion de quasiment tous les chirurgiens qui présentaient. Il y avait une dizaine de chirurgiens qui présentaient, des références internationales, des gens qui ont inventé des techniques, etc. Et la priorité, c'est vraiment la sécurité. Mais sécurité physique, mais aussi sécurité... Oui, parce que tu opères des gens qui ne sont pas malades et qui viennent pour une chirurgie de confort. Oui. Donc, la priorité, ça doit être la sécurité. Et la sécurité, ça va être d'opérer des gens qui n'ont pas de pathologie associée, qui n'ont pas de médicaments qui peuvent corrompre la chirurgie ou les mettre en danger. Donc c'est tout le screen que tu fais, et c'est ton boulot de docteur de screener tout ça avant, de les informer, d'être sûr qu'ils ont bien compris ce que c'était. Mais la sécurité, c'est la priorité. La deuxième chose, c'est la sélection des patients. C'est-à-dire qu'une personne qui est en surpoids ou obèse n'est pas faite pour cette chirurgie. Okay. Clairement. Les personnes tabagiques, les personnes qui ne comprennent pas le principe de la chirurgie, c'est-à-dire l'avant, le pendant et l'après, ne sont pas des personnes qui sont éligibles pour cette chirurgie. Qu'est-ce que tu entends par l'avant, le pendant et l'après? Le fait que la préparation, que ce soit sur le plan physique, alimentaire... c'est une chirurgie qui se prépare plus la tienne, contrairement à d'autres? Oui, toutes les chirurgies se préparent, okay. Mais celle-ci, les critères seront encore plus sélectifs. Prenons un autre exemple, la rhinoplastie, le nez. Comment tu prépares quelqu'un à une rhinoplastie? C'est pas une question qu'il faut me poser, parce que je suis vraiment niché et pas dans la rhinoplastie. Donc si tu avais invité un jour un rhinoplasticien, je te donnerais des noms. Mais moi, ce que je me demande toujours, en fait, le patient, il doit venir avec des espoirs qui sont dingues. Oui. Que ça résolve beaucoup de ses problèmes. Et là, on parlait de sécurité physique, mais la sécurité... Ça fait partie de la sélection du patient. Ouais, émotionnelle, ça doit être dingo d'essayer de voir, ok, lui, exactement, il peut supporter, mais il a besoin d'un accompagnement, je vais lui suggérer... Lui, c'est no way. Voilà. Je le prends pas. T'as ce qu'on appelle les red flags. Hein. Ouais. T'as des red flags. Et effectivement, les red flags psychologiques sont à prendre en compte au sérieux. Donc, on a différents process que je détaillerai pas parce qu'ils sont un peu confidentiels. Puis, il y a le secret médical également. Mais effectivement, il y a les attentes. Si les attentes sont pas réalistes, c'est ton rôle de dire non. En fait, ton rôle principal, c'est de dire non. Si tu sais dire non quand il faut et comme il faut, tu remplis ton rôle de conseil et puis d'information. Et donc, tu as des red flags psychologiques sur les attentes, sur les demandes qui sont un petit peu farfelues, sur des soucis de dépression qu'il peut y avoir associés. Enfin, il y a plein de red flags qui sont des signaux faibles de refus, en fait, et de contre-indication chirurgicale. Et du point de vue du patient, on peut se demander, est-ce que le chirurgien va vraiment dire non dans la mesure où il y a de l'argent sur la table? Là, tu touches à un point éthique qui est très important. Je connais des banquiers qui sont éthiques, je connais des banquiers véreux, je connais des investisseurs qui sont éthiques, je connais des investisseurs qui sont véreux. Et la plupart des gens avec qui je travaille... la plupart des gens avec qui je travaille, en tout cas avec
qui peuvent collaborer avec moi ou qui sont des amis, sont des gens qui ont une éthique, en fait. Moi, ce que je me dis, c'est globalement, il faut combien de temps pour être opéré par toi? Il faut attendre combien de temps? Combien de temps? Ça dépend de mon site d'activité. Globalement, il faut entre le moment où on va prendre le rendez-vous et le moment où on sera opéré, il se passe entre 3 et 6 mois. Ok. Et t'as pas trop de problèmes pour remplir tes créneaux de bloc? En toute transparence, en toute honnêteté, non. Ok. Donc moi, ce que je me dis... Pour plein de raisons. Ce que je me dis, c'est que il n'a pas besoin de moi parce qu'il y aura quelqu'un d'autre et que... Voilà, il est pas... le chirurgien que je choisirais si je voulais me faire opérer, c'est quelqu'un dont je sais qu'il n'a pas besoin de moi pour remplir son agenda. Et donc, tu vois, ça me met en confiance de me dire aussi... C'est pour ça que je conseille souvent aux patients d'aller voir plusieurs chirurgiens. Parce qu'il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut que ça matche, en fait. Ouais. C'est important, parce que c'est quelqu'un à qui tu confies ton corps. Et moi, je suis honoré que les gens me fassent confiance et me confient leur corps. Donc, c'est hyper important qu'il y ait ce lien-là. Et effectivement, d'aller voir plusieurs personnes, c'est une très bonne idée. Mais toi, tu constates que la question de l'éthique, elle se pose davantage pour ta profession à toi ou ta niche à toi de la chirurgie plastique par rapport à un chirurgien orthopédique ou par rapport à un chirurgien, un gastro-entérologue ou la chirurgie des viscères ou j'en sais rien. Ça va se poser différemment parce qu'effectivement, il y a ce rapport à l'argent qui fait que on se pose plus de questions ou... Non, pour moi, c'est... En fait, quand tu fais partie du corps médical, tu as le serment d'Hippocrate, et ça fait partie du serment d'Hippocrate, en fait. Mais c'est juste moi, en tant que patient, je me ferais pas forcément 3 chirurgiens viscérales, alors que je serais capable de faire... alors que je ferais volontiers 3 chirurgiens esthétiques, tu vois. Je te prends un exemple très concret. Tu veux te créer un joli studio d'enregistrement. Est-ce que tu fais un devis avec un archi? Non. Et c'est un studio d'enregistrement, c'est pas ton corps. Ouais. Tu vas confier ta vie à quelqu'un? Tu veux pas comparer? Mais c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression que pour certains domaines de la médecine, c'est à l'hôpital, j'ai pas forcément le choix ou de toute façon... Enfin, tu vois, en France, t'as le choix. Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir... C'est marrant, hein, parce que c'est une discipline qui est différente, parce que pour moi, c'est une discipline qui est quasiment intégralement... libérale ou privée. Tu parles de la chirurgie esthétique. Ouais, la chirurgie esthétique. Du coup, j'ai l'impression que les codes, les règles sont différents. Et là, que je vais être plus dans une démarche marchande en tant que patiente, tu vois, où effectivement, je vais comparer, je vais faire des devis, je vais sentir le feeling, je vais poser des questions. Alors que pour une autre problématique que j'ai, effectivement, je serais peut-être pas forcément dans cette démarche-là. Je sais pas si c'est que moi ou si c'est tes auditeurs, probablement... Quand j'interroge mes patients ou des collègues, des proches sur les chirurgies qu'ils ont pu avoir, parce que c'est ce qu'on fait quand on voit des patients en consultation, c'est pas rare que ces personnes aillent voir plusieurs personnes pour avoir plusieurs avis. Ouais. Donc je pense que ça dépend un petit peu de ta zone géographique, de la pathologie que tu as. Effectivement, si c'est quelque chose de bénin, une migraine, tu vas pas forcément aller voir plusieurs neurologues. Mais si tu dois te faire opérer du pied, de la hanche, du genou, ça me paraît logique d'aller voir, en tout cas dans ma démarche. Hein. Donc non, ça me choque pas. Ça me choque pas du tout. Alors, parlons un peu de prix. Oui. Toi, tu vas bien connaître ceux de ta discipline. Ou de ma spécialité, oui. Tu connais probablement les ordres de grandeur aussi sur la chirurgie esthétique classique. Alors, tu fais une grosse distinction entre, tu vois, genre médecine esthétique, tout ce qui est les injections, etc., et puis les chirurgies, c'est... Alors, la distinction se fait d'elle-même dans la mesure où la médecine esthétique suppose qu'il n'y a pas d'opération chirurgicale, donc pas d'anesthésie, pas d'ouverture du corps, etc., et qu'il y a une frontière légale et de diplôme, c'est-à-dire qu'un médecin esthétique ne peut pas opérer des gens. Donc il y a la distinction qui se fait naturellement. Dans l'esprit des gens, effectivement, on sent que la frontière n'est pas tout à fait claire. C'est-à-dire que parfois on a la consultation des gens qui nous disent mais c'est quoi la différence entre un chirurgien esthétique et un médecin esthétique en fait?
Et effectivement, ça tend à se différencier de plus en plus, notamment avec ces soucis d'injection illégale. C'est-à-dire les gens qui se font injecter, on en parle beaucoup en ce moment, par des personnes qui ne sont pas médecins, qui ne sont parfois pas du tout dans le corps médical et qui ont fait des formations en Russie, dans les pays de l'Est, et qui vont injecter des gens de façon illégale et provoquer des complications qui sont dramatiques, qu'on a tous vues sur les réseaux sociaux. Et c'est important que les gens soient au courant que c'est des actes médicaux. À partir du moment où tu franchis la barrière de la peau, c'est un acte médical ou paramédical, si c'est des piqûres simples, mais c'est important que les gens fassent le distinguo. Donc je dirais que la frontière se fait d'elle-même de par la législation et les diplômes qu'il faut pour être chirurgien esthétique. Et la médecine esthétique, elle est pratiquée à la fois par des dermatologues, à la fois par des médecins généralistes qui ont fait des diplômes de médecine esthétique, mais ça reste de la médecine. Ça reste réglementé, oui, moi aussi. Si vous l'avez jamais fait, cherchez un petit peu sur Internet. C'est pas toujours très beau à voir, malheureusement. Oui, effectivement, il y a des images qui sont assez choquantes. Ouais. Non, mais pour être tout à fait honnête, ce qui pousse des gens à ne pas aller voir un médecin, au-delà des gens qui se font passer pour des médecins et qui n'en sont pas. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais des fois, on sait qu'on ne va pas voir un médecin, mais on y va quand même. C'est ni pour plus ni moins économiser 150 €. Exactement. Avec potentiellement des séquelles à vie. Oui, parce que une injection alors c'est quoi, c'est soit du Botox ou de l'acide hyaluronique. C'est souvent l'acide hyaluronique qui pose problème. Ouais. Alors le Botox, je ne vais pas détailler. Souvent, les gens font un petit peu l'amalgame entre les deux, mais c'est deux produits qui n'ont aucun rapport. Moi, je fais partie de ces gens qui ne font pas trop la différence entre les deux. Je ne suis pas sûr qu'on va se lancer sur le sujet, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais effectivement, l'acide hyaluronique est dangereux de par sa composition, en fait. Parce que c'est un produit qui a une certaine viscosité, une certaine densité. Et si tu l'injectes sans savoir où tu l'injectes et que tu ne connais pas l'anatomie du visage et que tu l'injectes dans une artère, de la lèvre, de la face, ça peut être dramatique parce que si le produit rentre dans l'artère et bouche cette artère, tu fais un AVC de la face en fait. Ouais. Donc, il y a des paralysies, Alors, paralysie, c'est quand tu as de la chance. Sinon, il y a ce qu'on appelle les nécroses du visage. Ah oui, c'est vrai, j'ai où là, tu as carrément la peau qui tombe en lambeaux et c'est une catastrophe parce que c'est irrécupérable en fait. C'est irrécupérable pour vous. Tu peux finir avec une cécité aussi. Parce que si tu injectes dans une artère et que ça part dans l'artère oculaire, tu perds la vision à vie, quoi. Tu crames, oui. C'est de l'acide 150 € qui va ton... Ouais. Donc c'est quand même... faut que les gens soient au courant qu'il faut aller voir un professionnel, quoi. Une injection d'acide hyaluronique, c'est quoi? C'est 300 € Alors, on va dire chez les médecins esthétiques, les chirurgiens esthétiques, les tarifs varient entre 300 et 400, 450 € selon le type d'acide, l'endroit où tu injectes, l'expérience, la notoriété, c'est toujours pareil. Tu as une fourchette en gros entre 3 et 400 €. Le tarif des injectrices illégales, je ne sais pas. Ça doit être 200 € de moins ou 150 € de moins de ce que j'ai pu entendre, quoi. Parce que c'est des injections, on les fait pas une fois. C'est du récurrent, et c'est des gens qui viennent régulièrement. Donc en fait, on fait l'économie de 10 fois 150 € sur... Mais quoi qu'il arrive, que ce soit 1500, 3000 ou 10 000 €... En général, les gens se font injecter une fois ou deux et puis ils arrêtent. Ouais. Moi, je vois souvent des gens qui viennent me voir en me disant, voilà, on a injecté dans les lèvres, ça fait une boule, je sens l'acide sous la peau. En général, les gens se font injecter une fois ou deux, puis après, ils laissent tomber, quoi. Parce qu'ils se rendent compte que la personne n'est pas... Une fois ou deux, tu veux dire dans un endroit... Chez une injectrice, c'est légal, parce que les conditions... Quand ils nous racontent les conditions dans lesquelles c'est fait, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de stérilité... il n'y a aucune notion de stérilité, parce que c'est une notion que seuls les professionnels de santé ont. Quelqu'un qui ne sait pas comment préparer de façon stérile une aiguille, une seringue, nettoyer un visage, ça peut être catastrophique. Donc oui, les gens se rendent bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. On ne sait pas si, en plus, s'ils gardent les mêmes seringues pour les clients suivants. Enfin, Si on compare avec un pays où la chirurgie esthétique est beaucoup plus démocratisée, donc par exemple, dans certains pays d'Amérique latine, tu sauras mieux que moi, le Brésil est un pays où il y a beaucoup plus de chirurgie. Pas que, oui, le Brésil, le Liban, la Colombie, le Liban, par exemple. Oui, c'est culturel, en fait. Hein. C'est culturel ou est-ce que les prix sont plus accessibles au regard de... Non, mais tu vois, est-ce que... C'est marrant que tu me poses cette question. Que le prix est une barrière en France pour rendre la pratique plus démocratique. Est-ce qu'il y a est-ce que toi, tu vois ça en tant que professionnel d'un bon œil? Est-ce qu'il y a une sorte de démocratisation de la pratique et notamment par le prix? Ou
tu trouves pas ça forcément souhaitable? Je dirais que ça a toujours existé. C'est juste qu'avant, c'était plus compliqué de se déplacer. Il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux qui permettaient d'informer sur telle ou telle clinique en Turquie ou je ne sais pas où. Donc je pense que ça, c'est venu avec la mondialisation, les réseaux sociaux, la communication. Mais ça a toujours existé. Il y a eu la chirurgie esthétique, c'est pas nouveau. Ça n'a pas démarré en Turquie il y a 10 ans. Ça existe depuis des milliers d'années, la chirurgie. Donc... je pense qu'il y a des bons chirurgiens partout, il y a des super trainings organisés, notamment en Turquie, il y a des hôpitaux, des cliniques fantastiques. Mais pourquoi c'est plus démocratisé là-bas? C'est moins tabou. Pour les populations qui habitent là-bas, hein, pas forcément pour ceux qui ont envie d'aller se faire opérer à l'étranger. Tu vois, en France, il y a à la fois la question du tabou et aussi... est-ce que je me pose la question si est-ce que dans ces pays-là, les prix sont plus abordables et du coup... ça expliquerait pourquoi une jeune de 17 ans, parce que malheureusement, en tout cas en France, je crois dans le monde, à 95 ou plus %, c'est les femmes qui sont ça a tendance à changer, de la chirurgie. Ça a tendance à changer. Mais toi, dans ta discipline, dans ma discipline, mais biaisé. Pas que, parce que par exemple, les greffes de cheveux, c'est principalement des hommes qui en font. Oui, mais tu vois, sur la totalité des interventions, c'est une immense majorité de femmes qui sont des consommatrices de je dirais pas chirurgie. Tant que ça, immense. Bon, j'ai les chiffres, je vais pas les donner aux auditeurs parce que c'est pas forcément intéressant, mais... si. Mais, moi, il me semblait avoir vu ça à 98%, mais... Chez les hommes, moi j'ai vu... Alors après, comme tu le dis, c'est particulier parce que forcément... je fais une chirurgie qui plaît beaucoup aux hommes, donc j'ai plus d'hommes, donc c'est un petit peu biaisé. Mais je suis pas sûr que ce soit encore 80-95%. Il faudrait que je me replonge dans les chiffres exacts, parce qu'il y a des statistiques qui sont faites tous les ans. Ouais. Et pour répondre à ta question sur le tarif, etc., tu vois, j'étais en training là, au mois de décembre en République dominicaine avec des pontes, du Brésil, du Mexique, de la Colombie, et je leur ai demandé leurs tarifs en fait. Et j'étais étonné de voir que certains collègues brésiliens, qui sont des gens très connus forcément, demandaient 3 ou 4 fois ce que nous on demande en France pour certaines chirurgies, au Brésil, qui n'est pas forcément le pays le plus développé d'Amérique latine, ou en République dominicaine, où tu as des tarifs qui sont 2 à 3 fois supérieurs à ce qui se fait en France, pour des populations qui ont un revenu moyen qui est bien inférieur. Oui, au global, mais... Tout dépend de qui, en fait. C'est-à-dire que tu vas en Turquie, tu vas trouver des pontes qui vont demander des tarifs très importants. En fait, dans ces pays-là, il y a plus de riches, plus de pauvres. Tu vois, il y a un spectre. On est un pays un peu particulier de ce point de vue-là. Tout est... standardisé, enfin c'est pas le mot standardisé, mais tout le monde est plus concentré dans un milieu. Il y a moins de très 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 pauvres et moins de très 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 riches. En France ? Oui. Je suis pas sûr. Dans certains pays. Faut regarder les statistiques. Ok, on a Bernard Arnault, mais... Non, mais les inégalités sont moins fortes en France qu'elles ne le sont dans d'autres pays, y compris si tu compares au Brésil, je pense, ou aux États-Unis, par exemple. Oui, si tu compares à des pays comme le Liban, la Turquie, effectivement, je pense que c'est pas du tout les mêmes proportions. Encore que j'ai pas les statistiques et je suis pas sociologue, mais effectivement, pourquoi c'est moins cher? En tout cas, en dehors de cette niche de super chirurgiens qui sont hyper connus dans leur domaine, en Turquie, au Liban, etc. Mais il y a aussi tous les à côté, en fait, qui font le coût de la chirurgie. C'est-à-dire qu'une infirmière, tu la payes pas autant en Turquie qu'en France. Un aide-soignant, c'est pareil. Un bloc, ça coûte pas aussi cher. Le matériel coûte pas aussi cher. Donc tout ça permet d'avoir des tarifs qui sont compétitifs. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'industrie en France. Alors c'est une autre discussion, mais... C'est pour ça qu'il n'y a plus d'industrie. Il n'y a plus d'industrie en France. Parce que l'électricité n'est pas au même prix, et les normes ne sont pas les mêmes, et les salariés ne sont pas les mêmes qu'en Chine, par exemple. C'est la même chose. Et du coup, ça affecte aussi ton secteur à toi. Ça affecte, je pense, tous les secteurs de l'artisanat. Moi, c'est l'artisanat, ce que je fais, en fait. Hein. C'est avec mes petites mimines que je vais créer quelque chose. Donc, c'est de l'artisanat. Et cet artisanat, il suppose de l'énergie, du matériel, un facteur humain, donc des ressources humaines. Et donc, tout ça est moins cher en Turquie. Donc, forcément, le coût de la chirurgie au total est moins cher. Donc, selon toi...
le prix, alors peut-être que dans ces pays-là, il y a aussi peut-être aussi des chirurgiens qui sont un petit peu plus abordables, mais globalement, ça reste une médecine qui pratique des tarifs élevés. Mais par contre, toi qui du coup voyages beaucoup, rencontres beaucoup d'autres professionnels d'ailleurs, quelle différence culturelle tu vois entre... moi, j'ai quand même l'impression en France que c'est compliqué de dire... tout, enfin le nez, les seins, c'est qui cachera mieux sa chirurgie, quoi. De moins en moins, je dirais. De moins en moins. Je dirais que ces 10 dernières années, ça s'est un petit peu démocratisé via les réseaux sociaux et via tout ce que tu vois, donc les influenceurs, etc., sur la chirurgie esthétique. Enfin, qui assument davantage de on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu de la législation dessus il y a quelques temps. Mais pour moi, ça s'est énormément démocratisé. Il y a beaucoup plus d'informations sur le sujet parce que maintenant, tu es un patient en France, au Royaume-Uni, en Belgique, tu as accès aux résultats de tous les chirurgiens du monde, en fait. Donc tu vois ce qui se fait dans le monde entier. Et parfois, tu as des patients qui sont même mieux informés sur les nouvelles techniques que certains chirurgiens. Ils arrivent en consultation, ils disent est-ce que vous faites cette technique-là? Et ça arrive que le chirurgien dise non, je ne connais pas. Parce qu'il n'est pas sur Instagram. Il y a toute cette génération de chirurgiens qui n'est pas sur les réseaux sociaux, ça existe. Et donc, comme il y a certaines technologies qui émergent aux États-Unis et qui arrivent 10 ans après en France, il y a un gap de 10 ans entre le moment où c'est créé et le moment où tu prends connaissance de ça quand tu es en France et que tu n'as pas les réseaux sociaux. Ou que tu ne vas pas voyager à l'international ou que tu ne vas pas dans les congrès, en fait. Toi, par exemple, il y a combien... Tu vois, est-ce que tu constates qu'il y a plus de tes clients qui acceptent que tu mettes des avant-après? Je ne sais pas si tu en fais beaucoup, j'avouerai. Mais que tu puisses utiliser leurs résultats dans des communications ou... Est-ce que tu leur demandes ou pas du tout? Et est-ce que tu vois qu'il y a plus de oui? Et est-ce que tu les vois, eux, communiquer davantage? Alors, communiquer sur leur chirurgie, oui. Certains patients le font. Ils mettent des photos, des vidéos de leur chirurgie. Ça arrive, mais pas autant qu'aux États-Unis, au Brésil ou en Colombie, je dirais. En médecine, tu es obligé de demander l'accord de ton patient pour afficher les photos. Oui. Donc, s'il n'est pas d'accord, donc nous, on a tout un process de consentement, etc. à signer. C'est hyper important. Et on les informe de la façon dont on va utiliser leurs photos. Donc, la plupart du temps, c'est pour les événements comme celui que je fais à l'heure actuelle. Okay. Et puis, parfois, c'est pour d'autres types de communication. Mais c'est assez régulé. C'est des choses qui sont assez régulées. Et tu le fais avec tous les patients ou tu choisis les patients avec qui tu vas le demander et du coup, tu arrives à constater qu'il y a une augmentation ou pas? Tu veux dire les photos? Oui. Non, on le fait pas. Alors, ça demande un certain temps, une certaine énergie. Il faut quasiment une assistante à temps plein si on voulait afficher toutes les photos, c'est pas possible. Et puis, il faut les classer, il faut les trier, c'est hyper long. Donc, on le fait avec quelques patients qui sont OK, mais c'est 5% peut-être, 10% maximum des patients, quoi. Et toi, tu es dans une chirurgie particulière parce que déjà, concrètement, personne ne va croire que tu t'es fait des tablettes de chocolat du jour au lendemain ou en quelques semaines avec ton abonnement à la salle de sport. Curieusement, si, les gens le croient. C'est vrai? Tu sais pourquoi? Parce que le résultat est tellement naturel. Je vais te raconter une histoire que je vais raconter tout à l'heure en talk. Ok. J'ai opéré un de mes meilleurs amis qui est médecin et qui faisait du sport, mais il va se reconnaître, je fais une petite dédicace, mais qui n'avait pas le corps qu'il souhaitait. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui fait des sports de combat, qui fait du crossfit, etc. Enfin, il se donne, quoi. Et malheureusement, il n'a pas les résultats qu'il souhaite. Et on discute un petit peu de tout ça. Il me dit, écoute, franchement, ce que tu fais, c'est génial. Je veux le faire pour moi. Je dis, ok. Donc, du coup, on fait sa chirurgie, machin, etc. Quelques semaines plus tard, il va à la plage avec d'autres copains médecins. Il enlève son t-shirt. Et là, ils sont tous, choqués. Ils sont tous médecins. Aucun ne fait le rapprochement avec la chirurgie. Aucun. Et c'est des docteurs. Et ils connaissent leur ami et il leur dit, voilà, je fais du sport, je fais du crossfit. Là, j'ai fait une petite sèche. C'est pas donc, si les médecins ne le voient pas, imagine le grand public. Il n'y a pas de cicatrice visible, donc
Non, mais moi, je suis nulle à ça. Des fois, on est à la Bali il y a quelques mois et j'avais des amis, j'avait une amie qui dit « Ah bah regarde là-bas ». Ah bon, comment t'arrives à faire la différence, notamment des seins refaits? Moi, je suis nulle à ça. Ça c'est un sujet très intéressant parce que c'est une des choses que moi j'ai utilisé pour parfaire mon œil, si tu veux, mon regard. De me faire un screening de milliers de photos de corps refaits ou non, hein. Soit des mecs hyper fités pour vraiment étudier leur anatomie de surface, qu'on appelle l'anatomie de surface, donc l'anatomie que tu vois à l'œil nu, pour avoir de la data en fait, pour compiler de la data. Et les personnes... fais ta propre IA. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper important parce qu'en fait, les vrais sculpteurs, ils font la même chose. C'est-à-dire que quand tu prends, moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai pris des bouquins de sculpteurs et tu as des bouquins d'anatomie de surface pour sculpteurs qui te détaillent muscle par muscle, zone par zone, la profondeur, l'épaisseur, la surface, etc. Et donc, quand tu passes en screening des milliers de photos, de vidéos, de détails anatomiques de tous ces corps, tu te fais une data énorme et du coup tu repères. Donc ta copine elle a fait pareil. Je pense qu'elle passe son temps sur Instagram à regarder les chirurgies, etc. Donc elle a sa propre data et elle reconnaît en fait ces corps-là. Ah, c'est génial parce que en fait ce que tu dis c'est que toi ça fait partie de ton métier. Ça fait partie du training que je me suis imposé en fait. Banque de compétences, d'être capable aussi de voir en un coup d'œil ou assez rapidement. C'était pas le but. Mais c'est un bénéfice secondaire. Okay. Par extension, tu as beaucoup regardé en disant est-ce que ça c'est une anatomie naturelle ou est-ce que ça c'est une anatomie retouchée, c'est ça? Alors en fait, j'ai principalement regardé des anatomies naturelles, mais différentes. Je me posais la question de la standardisation. Hier, encore une fois, il y a eu un talk là-dessus et il s'avère que chez les hommes, soit tu as le six-pack. Six-pack, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 6 métamères. Donc tu as de chaque côté 3 plaquettes de chocolat, ce qui fait 6. Mais certains hommes en ont 4. Et d'autres en ont 8. 8 de chaque côté? 4 de chaque côté. Oui, ok. Donc soit 2 et 2, soit 3 et 3, soit 4 et 4. Donc tu peux pas standardiser. Parce que... Ça reste que 3 types. D'accord. Donc ça, c'est le nombre. Oui. Tu as la forme, tu as la direction, tu as l'inclinaison, tu as l'épaisseur. Donc... et ça sur chaque groupe musculaire. En fait, donc, c'est pas la conclusion, c'est que je suis pas assez observatrice. Je regarde pas. La conclusion, c'est que tu vas taper des milliers de photos de mecs musclés sur ton Insta et puis tu verras les différences. Mon feed va vachement changer si je fais ça. Change ton feed, tu vas changer ta vision. Retenez ça. Quels sont les types de profils de clientèle Nous, on dit patientèle. C'est vrai. Ce sont des patients. Mais oui, mais t'as raison. En plus, je me suis moi-même corrigée. Quand je faisais les questions, j'ai souvent mis client, après patient. Est-ce que tu as des types de profils de patientèle, un type d'âge? Donc, toi, t'es 50% homme-femme ou Non, en fait, pour répondre de manière la plus simple et la plus concise à cette question, tu as des patients qui te ressemblent. C'est exactement comme... quelqu'un qui va avoir une audience, quelqu'un qui va parler à la télévision, à la radio. En tout cas, quand tu t'exprimes, tu vas connecter avec des gens, puis il y a des gens avec qui tu ne vas pas connecter. Et plus tu t'exprimes, plus tu vas avoir de gens qui vont venir à la consultation, qui t'auront entendu et écouté, et qui vont fitter avec toi. Avec cette espèce d'amplificateur que sont les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est-à-dire qu'avant, quand je dis avant, c'est avant les réseaux sociaux, Internet, etc. Comment tu faisais? Tu regardes dans l'annuaire et t'appelles. Mais t'as aucun contact avant avec cette personne. Ou alors t'as eu un bouche à oreille. Mais le bouche à oreille de ta copine Valentine, qui s'est bien entendue avec son chir esthétique, peut-être que toi, tu n'as pas matché avec lui. Tout à fait. Là, t'as l'opportunité de connecter avant avec cette personne. Et donc, en fait, la plupart des gens qui viennent me voir, j'ai déjà connecté avec eux d'une façon ou d'une autre. Ils m'ont déjà envoyé des messages. Ils ont déjà vu un de mes lives. Ils ont remarqué mon style. Et donc, en fait, je n'ai que des patients qui me ressemblent. Et la proportion de ceux pour qui cette chirurgie est c'est les économies d'une vie carrément, tu vois, c'est vraiment un stretch financier. Et ceux pour qui c'est plus, ça reste important, je pense. Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'ai, que
j'ai pas l'impression que ta chirurgie, en tout cas, c'est pas une chirurgie anodine. Et donc, quoi qu'il arrive, même peu importe ton niveau de moyens financiers, je pense que ça reste quelque chose qui est important. Mais peut-être que, je sais pas, c'est une chirurgie à 15 000 ou quelque chose comme ça. Ça dépend de ce que je fais. En gros, la fourchette, elle est très variable entre, on va dire, 5 et 15. Donc 15, c'est la fourchette haute. Chirurgie. Okay. Puis, oui, on est à peu près à ça. Et... Mais il y en a pour qui 5 et 15 c'est Moi, je le sais pas, ça. C'est-à-dire qu'ils me disent pas, docteur, j'ai... Ok. Mais t'as pas de signaux faibles, tu te rends pas compte? Il y en a peut-être qui te disent, vous savez, parce que moi, ça représente X mois de salaire, etc. Alors non, pas comme ça. Les gens disent que... certaines personnes, il y a des gens qui se confient pas du tout là-dessus, et puis moi, je pose pas la question, c'est pas mon rôle de poser la question. Mais effectivement, j'imagine que pour plein de gens, c'est un investissement énorme. C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion avec un couple qui est venu me voir en consultation. J'avais opéré donc la compagne de ce monsieur et il y avait eu plusieurs chirurgies, donc ça représentait une belle somme. Et j'avais pas vu le monsieur en consultation au début, mais il est venu à la fin. Et il me dit, écoutez docteur, faut que je vous dise... c'est le meilleur investissement que j'ai fait toute ma vie. Alors que c'est pas lui qui avait été opéré, hein. C'est sa femme qui l'avait opéré. Okay. Il dit c'est le meilleur investissement que j'ai fait toute ma vie. Parce que c'est lui qui a payé? Parce que je pense que lui, du coup, c'est ce que t'en as compris. J'imagine que c'est l'argent du couple, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été ses mots. C'est dingue de dire c'est le meilleur investissement. Vous vous rendez pas compte à quel point ça a changé ma vie, sa vie à lui, alors que c'est pas lui qui a opéré. Il me dit cet été à la plage, ma femme, elle a été tellement à l'aise, elle a pu remettre un maillot de bain. Toutes les femmes de la plage venaient la voir en lui demandant comment elle faisait pour avoir un corps pareil. En boîte de nuit, tout le monde la regardait. Et il me dit, franchement, effectivement, ça nous a coûté une certaine somme d'argent, mais c'est le meilleur investissement de toute ma vie. Alors c'est drôle parce que souvent, à mes auditeurs, j'ai cette phrase, c'est entraînez-vous à ne pas regarder le coût et regarder la valeur. En fait, c'est un investissement. Et c'est parce que j'ai opéré pas mal de mes amis, notamment chirurgiens plasticiens. De plus en plus d'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues qui viennent me voir, notamment après ces congrès, parce qu'ils voient les résultats, ils viennent me voir juste après. Et ils me disent, mais c'est incroyable, je m'habille différemment, je me sens léger quand je fais du sport, je me suis jamais trouvé aussi bien. Et les retours sont juste exceptionnels. J'ai certains amis qui m'envoient des photos toutes les semaines. Ils me disent, ça faisait des années que je m'étais pas mis torse nu à la plage. Je me sens beaucoup plus confiant. Faut pas que ta femme soit jalouse parce que tu dois recevoir beaucoup de photos nues. C'est souvent des mecs. Et j'ai des amis entrepreneurs qui me disent mais ça a tout changé aussi dans mon business. Parce que j'ai une confiance en moi qui est décuplée. J'ai une chirurgie que je fais beaucoup qui est la chirurgie au niveau des épaules. Okay. Et d'un point de vue anthropologique, Elle consiste en quoi cette chirurgie ? À élargir ce qu'on appelle le ratio d'Adonis. Le ratio d'Adonis, c'est le ratio que tu as entre tes épaules et ton bassin. Donc, tu accentues un peu le V, c'est ça ? Exactement. Okay. Ce qu'on appelle le V-shape. Tu as des programmes de musculation qui sont spécifiquement dédiés pour l'augmentation de ce ratio. Moi, je trouve ça horrible. C'est le dos des nageurs, en fait. Voilà. Et chez les hommes, c'est un des premiers signes de séduction. C'est-à-dire, quand tu es une femme, tu es programmé, entre guillemets, génétiquement, pour être plus attiré par les hommes qui ont les épaules larges. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il fallait se protéger des prédateurs ou des clans adverses. Et donc, du coup, c'est un symbole de bonne santé physique. Je comprends. C'est pas mon délire. Mais c'est inconscient. Moi, j'aime bien les haches. C'est inconscient, c'est dans ta génétique. Ou les petits V. C'est des choses que tu ne maîtrises pas et qui existent et qui sont démontrées dans les études. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites sur différentes populations de différentes cultures, de différentes ethnies. Donc Asie, Afrique, oui, mais etc. Ça reste des standardisations. C'est comme, tu vois, si tu fais des études, tu vas... Pourquoi est-ce qu'on met des jolies filles bien sculptées, bien modelées dans les magazines ? C'est parce que, de manière générale, c'est ce qui attire davantage les hommes. Pour autant, c'est intéressant ce que tu dis. Dans ton lit, et tu vois, ta femme, tu peux l'aimer pulpeuse, avec beaucoup de formes. Alors, il ne faut pas confondre... après, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais ce qui va attirer l'œil, en fait... Ouais. Et la raison pour laquelle tu vas choisir un partenaire de vie, c'est deux choses différentes. Moi, personnellement, je ne choisis pas. Enfin, je n'ai pas choisi mon partenaire de vie juste sur le ratio hanche-taille.
ou hanche-fesse, tu vois. C'est tout à ton honneur. Par contre, effectivement, c'est un truc qui va accrocher le regard en premier. Et ça, c'est justement démontré par ces études. Okay. Et donc, ce ratio d'Adonis, il va aussi donner à l'homme une confiance différente. Oui. Parce que dans les vêtements, ça va être différent, parce que la carrure va être différente. Et effectivement, c'est une des premières choses qu'ils te disent. Alors qu'au départ, ils ne viennent pas forcément pour les épaules. Moi, j'ai une philosophie de chirurgie qui s'appelle en fait le all or nothing. C'est-à-dire que quand tu sculptes le corps d'un homme, tu lui fais pas juste des tablettes de chocolat sans toucher au reste. Autrement, c'est ridicule. On n'a jamais vu quelqu'un sortir de la salle de sport avec un six-pack et des pectoraux tombants et des bras tout fins. Ça n'existe pas. Donc, en tout cas, moi, quand je prends en charge les hommes, c'est ce que je fais. Donc, je fais quelque chose de très harmonieux. C'est ce qui fait que ça ne se voit pas, en fait, que c'est de la chirurgie. Et ce ratio d'Adonis, chez les hommes, il va donner un boost de confiance en soi qui est juste phénoménal. J'ai eu des témoignages de certains de mes amis qui étaient célibataires depuis des années et qui, 4 semaines après, ont trouvé, non pas parce que je les ai opérés, mais parce que la confiance et le déclic qu'il y aura va faire que ils vont se voir différemment, en réalité, et donc ils vont dégager quelque chose de différent. Quand on ne se plaît pas, pour X raisons, que ce soit parce qu'on a un complexe sur une ou plusieurs zones de notre corps, ou pour des questions de poids, ou j'en sais rien, de morphologie trop petit, trop grand, quand on ne se plaît pas, ça prend énormément de place dans le cerveau. C'est-à-dire on consacre une partie... Il y a un super bouquin là-dessus. De Laurent Gounel. Bah, je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, on consacre une partie surréelle, surdimensionnée au fait de penser à ça. C'est une projection de ton esprit, en fait. Rien d'autre. Ce n'est pas la réalité. Et tu y penses tout le temps. De la même manière que, tu vois, dans mon domaine à moi, quand on a des problèmes de ressources financières, ça prend une charge mentale, c'est un espace cognitif. C'est toi qui as créé cet espace à l'intérieur de toi. Il n'existe pas, cet espace. Non, mais à tel point que ça limite les capacités cognitives. Et donc, du coup... résoudre ce problème, c'est pour ça que je reviens coût versus valeur. Je dis encore une fois, je suis pas du tout là pour faire la promotion de la chirurgie esthétique, mais ce que je veux dire, c'est que si votre solution à vous, c'est d'aller prendre un coach pour un programme sportif, c'est très bien aussi, mais souvent on regarde, oh là là, ça va me coûter tant, et on voit pas tous les bénéfices qu'il peut y avoir. Donc il y a le bénéfice premier, c'est ok, moi, je serais mieux dans mon corps, mais on ne se rend pas compte de tout ce que ça veut dire de se sentir mieux dans son corps, de se sentir mieux dans sa tête, d'avoir davantage confiance en soi, effectivement, de favoriser des rencontres quand on est célibataire. Tout ça, ça a une valeur. Si on se disait, ok, demain, tu peux rencontrer ton partenaire de vie, alors que tu galères, il faut mettre 10 000 € sur la table. Je suis sûre qu'en réalité, il y a plein de gens qui le feraient si on voyait la valeur et pas le... Peut-être. J'ai pas de réponse à cette question. C'est simplement les retours que j'ai eus et dont je peux témoigner. Et effectivement, moi-même, j'ai été étonné des retours, en fait. C'est-à-dire que j'en ai appris sur les bénéfices de cette chirurgie par mes patients et par le retour de mes patients. C'est des choses que j'imaginais pas, en fait. J'ai vu des transformations que j'imaginais pas du tout. Des gains de confiance que j'ai trouvé juste fabuleux, quoi. Et du coup, ça nourrit un petit peu cette envie de se perfectionner, cette envie d'apprendre toujours, d'avoir des résultats qui sont de plus en plus naturels, parce que ça continue d'évoluer. Là encore, il y a un shift qui s'est produit ces 3 ou 4 dernières années pour aller encore vers des résultats plus naturels avec des techniques particulières. Et d'avoir ces retours-là, effectivement, c'est hyper valorisant et gratifiant pour les équipes avec qui je travaille et qui font un travail incroyable et qui comptent pas leurs heures et qui sont ravis d'avoir ce retour-là. Et puis pour moi aussi, parce que ça pousse à se perfectionner et à faire encore mieux et à délivrer des résultats qui soient juste de plus en plus qualitatifs et de plus en plus naturels, en fait. C'est un moteur aussi. Combien gagne un chirurgien esthétique ? C'est une super question. En fait, je pourrais te répondre la même chose. Combien gagne un architecte ? Combien gagne la question un agriculteur ? Combien gagne... Est-ce qu'on a un ordre de grandeur, mais est-ce que toi, tu es à l'aise de communiquer là-dessus ? En fait, je ne vais pas dire combien je gagne exactement, parce que ça ne regarde que moi, mais par exemple, tu as des chirurgiens esthétiques qui ne travaillent qu'en hôpital. Et donc, du coup, ils ont le salaire classique d'un hospitalier. C'est des grilles qui sont publiques. C'est ce qu'on appelle les grilles de praticiens hospitaliers. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, ça va entre
6, 7, 8 000 euros, puis à ça s'ajoutent les gardes, les astreintes, etc. quand on est dans un système public. Et puis après, quand vous êtes en libéral, c'est comme n'importe quelle personne qui a une entreprise, une société, des salariés. Tu as des exemples qui sont absolument démesurés, mais qui sont à une toute petite proportion, en fait. C'est comme dans la vraie vie. Hein. Tu as peut-être vu ces articles qui ont fait grande presse il y a quelques années sur ce chirurgien esthétique new-yorkais, c'est paru dans le Times, qui fait des liftings à $250 000, par exemple, et qui en fait 4 par semaine. Et donc, tu as des écarts comme ça qui sont absolument fous et qui correspondent à une minorité de personnes. Peut-être c'est le seul au monde à faire ça. Et qui opère que des gens pour qui cette chirurgie est accessible. Tout à fait. J'ai un ami qui est allé le voir travailler. C'est un gars adorable, il a 4 enfants, il fait du sport. C'est quelqu'un de normal, c'est juste qu'il se déplace en hélicoptère, en jet. Il a une vie de star de télévision. Après, aux États-Unis, tu as des chirurgiens qui font des TV shows, qui du coup ont des royalties, etc. Mais ça n'existe pas que dans la chirurgie esthétique. Hein. Tu as des orthopédistes qui inventent des prothèses, tu as des chercheurs qui font des brevets. Donc ça dépend un petit peu de ce que tu produis en termes intellectuels, en termes en vrai, techniques. on fera les maths aussi. Toi, t'opères combien de patients par semaine? Alors moi, j'opère peu de gens, en fait. Ouais. Parce que je suis hyper perfectionniste. Donc, je prends mon temps. Et en général, j'opère maximum 2 patients par jour. Okay. Et j'opère 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Donc en moyenne 2 jours et demi. Voilà, donc on va dire 4 à 5 patients par semaine. Donc, ça fait 15 patients par mois à peu près. Globalement, c'est mon standard d'opération. Voilà, vous multipliez par un tarif moyen, vous avez le chiffre d'affaires, qui n'est pas ce que Alexis touche, voilà. Et vous divisez par 2. Je ne fais pas que la chirurgie esthétique, j'ai aussi une activité qu'on appelle la cancérologie. J'opère pas mal le cancer de la peau aussi, et c'est des chirurgies qui ne sont pas forcément rémunératrices. Tiens, d'ailleurs, je voulais te poser la question, est-ce que tu fais du pro bono dans ton activité? Ça n'existe pas chez nous. Non, alors pas gratuit, mais par exemple, tu vois, la cancérologie, c'est aussi ton moyen de... C'est une façon de rendre service et de contribuer, ça fait partie de mon métier en fait. Donc tu as des spots pour des chirurgies qui sont... Tous les mardis, j'ai un spot de quelques heures qui est réservé à ça. Et en plus, c'est une zone dans laquelle je suis quasiment tout seul, donc c'est un peu un désert médical. Donc effectivement, j'ai des personnes de 70 à 95 ans qui viennent pour des cancers de la peau et qui viennent de très loin et qui habitent dans des campagnes où il n'y a pas de médecin. Et c'est des chirurgies qui ne sont pas rémunératrice, mais c'est important de le faire parce que ça fait partie de la contribution. Et il y a beaucoup de praticiens qui le font, c'est assez répandu. Oui, à part des gens qui sont vraiment spécialisés dans un domaine de l'esthétique et qui font vraiment que ça, mais sinon oui, on est quand même assez nombreux à le faire. Et pour répondre à ta question sur le nombre d'opérations, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a des centres dans lesquels, effectivement, alors notamment à l'étranger, en France, je ne sais pas si ça se fait vraiment, mais où tu as 8-10 opérations par jour. Il y en a certains aux États-Unis qui ont fait un petit peu scandale pour des raisons de sécurité, bien sûr, parce que tu restes un être humain, tu n'es pas un robot. Et de faire 10 opérations par jour, physiquement et psychologiquement, c'est juste pas possible, quoi. Donc ça peut générer des accidents. Et moi, si tu veux... je suis un amoureux du beau, de l'art, de la sculpture des formes, mais en fait, c'est impossible de faire ce que je fais 10 fois par jour, quoi. Parce que c'est vraiment une œuvre d'art, quoi. Donc moi, je m'arrête pas. J'ai besoin d'un temps qui est incompressible pour que ce soit vraiment nickel, quoi. Et du coup, c'est impossible de me programmer plus de 2 patients par jour parce que je suis perfectionniste et que je ne pourrais pas... déjà, mon équipe me dirait « Mais attends, qu'est-ce qui t'est arrivé là ? T'as oublié quelque chose ?» Mais moi, psychologiquement et dans le rapport que j'entretiens avec mon métier et l'amour que je porte à cette spécialité, je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je ne faisais pas un truc nickel à la fin. Donc, c'est impossible d'en faire plus de 2 par jour, quoi. Il y a un certain nombre de rendez-vous avant. Oui, tout ça, c'est... Alors, tous les gens pourront trouver les informations sur la chirurgie esthétique sur Internet, mais factoré, il y a deux rendez-vous, il y a un délai de réflexion qui est de 15 jours, qui est incompressible, mais nous, on est à 3 mois de délai de réflexion parce qu'on a beaucoup de programmation.
Donc souvent, les gens ont eu le temps de réfléchir 3-4 mois avant que je puisse les opérer. Il y a des documents, des consentements, enfin tout ça, c'est une partie technique qui est... Et c'est toi qui finances donc ton spot au bloc. Ah oui, bien sûr. Voilà, tu finances tes équipes. C'est toi qui finances l'infirmière, le matériel. C'est des coûts qui sont, en tout cas dans ma spécialité, dans mon hyper spécialisation, dans ma niche, effectivement, j'utilise des technologies qui coûtent pour certaines 100, 110 000 euros. Et effectivement, c'est des investissements qui sont énormes, quoi. Okay. Avec des consommables, du récurrent. Exactement, c'est pour comprendre aussi parce que du coup, qu'il y ait une différence aussi avec le praticien hospitalier qui lui a... il a le matériel qui est à disposition. Exactement. Qu'on lui met à disposition dans son Donc son il ne pourrait hôpital, pas faire de la liposculpture avec le matériel qu'on lui met à Non, disposition à l'hôpital. pas forcément. J'ai d'excellents collègues, notamment un ami américain qui bosse à Barcelone et qui est un des pionniers de la liposculture sans technologie particulière et qui fait des choses formidables, que je salue d'ailleurs, mais je pense pas qu'il écoute les podcasts en français, qui est un mec adorable et qui fait un boulot incroyable. Donc on peut faire de la liposculture sans technologie particulière. C'est plus difficile, c'est plus fastidieux, c'est aussi plus difficile d'avoir des bons résultats, en tout cas dans mes mains. Je parle pas pour le plus grand nombre, je parle juste pour moi. Mais effectivement, c'est pas impossible. Et depuis combien de temps tu pratiques en tant que chirurgien esthétique ? La liposculture ou la chirurgie esthétique en général. La chirurgie esthétique en général. 2012. 2012. Donc ça fait quand même 12 ans. À quel moment dans ton parcours tu t'es dit j'ai envie de faire aussi autre chose, j'ai envie de diversifier ? Parce que j'ai l'impression que c'est très singulier de se diversifier, en tout cas autant que tu le fais. C'est une bonne question. Écoute, en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il y a ce côté artistique chez moi qui est un héritage familial. Qui, en association et en harmonie, en symbiose avec cette curiosité intellectuelle que j'ai toujours eue et qui me vient du côté maternel. C'est même plus que ça, il y a vraiment une recherche d'excellence. C'est ça, c'est le mot en fait. En fait, j'ai un grand-père qui est, pour la petite histoire, qui a fait l'ENA en même temps que Chirac. Et qui a un niveau d'exigence envers lui, envers les autres, qui m'a transmis, je pense, un petit peu. Et du coup, ce truc-là, je me rappelle, il m'a offert un bouquin, je devais avoir 6-7 ans. C'était un truc du genre Le Petit Chimiste, ou un truc, tu vois, un peu intellectuel, quoi. Et sur la couverture ou sur l'intérieur du bouquin, il m'a écrit « Alexis, dans la vie, il faut étudier, étudier ». Et il a écrit le mot « étudier », je pense, 50 fois, sans jamais s'arrêter. Et j'ai ouvert le truc, on m'avait jamais offert un truc pareil, déjà. Bref, c'était pas mon délire à l'époque, je pense. Et je lis ça, et je suis choqué, et je me dis « Ah putain », parce que j'avais beaucoup d'admiration pour mon grand-père. Et je crois que ce message m'a marqué à vie, en fait. Donc, oui, l'excellence, la curiosité. J'ai toujours eu une appétence pour le savoir, en fait. Et je pense que ça s'est traduit par, ensuite, la philo, le dev perso, et plein de sujets connexes. Tu vois, je suis formé en hypnose, en PNL. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, mais qui, finalement, ont pu être intégrées dans ma pratique quotidienne. Tu vois, ma thèse, je l'ai faite sur l'hypnose en chirurgie plastique. Okay. Dans le sens où tu peux opérer sous hypnose ? Oui, moi, j'ai opéré à l'époque. Sur l'étude que j'avais faite, on avait, je crois, 10-15 enfants que j'avais opérés des oreilles décollées sous hypnose. Donc, c'est moi qui faisais l'hypnose pendant que j'opérais, ou alors j'opérais avec un collègue pendant que je faisais l'hypnose. Et c'est un sujet qui m'a passionné pendant des années, et c'est ça qui m'a fait rentrer ensuite dans d'autres sphères, neurosciences, etc. Donc oui, il y a une histoire d'excellence, de connaissance, de savoir. Ça me nourrit énormément, et je pense que ça m'a drivé sur pas mal de projets, et c'est connexe un peu avec ce côté travaillomane et un petit peu bourreau d'études, bourreau de savoir, quoi. Malgré finalement les revenus qui sont importants quand on est chirurgien plasticien. Pas toujours, mais ça peut être le cas. Ça peut, effectivement. Est-ce qu'il y a quand même cet effet plafond, tu vois, où tu te dis,
finalement, passer les premières années où je me forme un peu sur tout, une fois que j'ai découvert ma discipline et que j'ai mon quotidien, en fait, voilà, je sais que je peux, dans un mois, opérer tant de personnes pour à peu près tant de tarifs, que j'augmente chaque année avec l'inflation. Tu vois, est-ce que, du coup, cette réflexion d'aller plus loin, ça, on peut la rapprocher à... Alors, indirectement avec l'argent, ça fait 1h30 quasiment qu'on discute, je suis sûre que le moteur, c'est pas l'argent. Mais, non, mais tu vois, je suis sûre que le moteur, c'est pas l'argent. Mais il y a quand même ce truc de dire, ok, ah oui, ça va être ça ma vie maintenant, les 30-35 prochaines années, tu vois, un peu plus ça. Et du coup, comment est-ce que je peux me stimuler toujours dans mon domaine ? Alors, pour apprendre, c'est une chose, mais aussi pour développer d'autres projets. C'est une super question. Moi, je dirais que la réponse, elle est, en ce qui me concerne, socio-culturelle. Moi, j'ai grandi avec des parents qui roulaient pas sur l'or. On n'était pas pauvres, hein. Ma mère était salariée, elle avait un joli poste. Mon père était sculpteur, donc il y avait des aléas qui sont liés à son métier, en fait. Vous êtes combien dans la fratrie ? On est 4 enfants, donc il y avait quand même pas mal de bouches à nourrir. Et si tu veux, moi, quand j'ai commencé médecine, pour moi, 1 500 € par mois, c'était beaucoup. Donc, je dirais mon récipient financier était faible quand j'ai commencé mes études. J'aime bien cette analogie. À tel point que, c'est-à-dire mon bucket, il était tout petit en fait. 1 500 balles, il était rempli. Et quand j'ai eu mes premières payes d'interne, que je faisais beaucoup de gardes, machin, quand j'avais 2 500 € parce que j'avais fait 120 heures par semaine pendant 4 semaines, j'étais riche, tu vois. Donc en fait, mon bucket, il était full. C'est un autre sujet. Il était full. Pour moi, j'étais blindé, quoi. J'étais roulé sur l'or. Parce que je pouvais aller au ciné quand je voulais, parce que je pouvais m'acheter des fringues en sortant de garde, pour évacuer le stress, parce que je pouvais aller au resto, dans des restos pas chers, mais je pouvais y aller. Pour moi, c'était beaucoup. Et ensuite, il y a eu d'autres étapes, en fait, parce que tu grandis. Donc, ton récipient cognitif, ton récipient network et ton récipient bucket financière, il augmente aussi avec les années. Moi, je dirais pas qu'il y a un plafond. En tout cas, effectivement, comme tu le dis si bien, ce qui me drive, c'est pas du tout l'argent, en fait. L'argent, c'est juste une énergie, c'est juste un flux, en fait. Des fois, il y en a un peu, des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins, et ça fait partie de la vie de tout le monde. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans mon cheminement personnel, c'est que plus tu investis sur toi, que ce soit en termes de connaissances, de relations, de réseaux, de création, et plus l'argent... ça suit une courbe un peu parallèle, si tu veux. Un exemple, tu vois, j'ai développé et breveté un instrument chirurgical. Ça m'a demandé du temps, de l'énergie, des connaissances, mais ça, je n'ai pu le faire qu'après une certaine histoire de vie, c'est-à-dire après des rencontres, après l'influence de mon père, après l'influence de ma mère, après des congrès, et tu vois, c'est plein de choses qui se sont imbriquées. Je gagne quasiment pas d'argent avec ça, parce que c'est pas encore un instrument qui est connu, etc. Un jour, peut-être, il y a quelqu'un qui va me dire c'est génial, je le rachète, et puis peut-être que je ferai de l'argent avec ça. Mais le jour où j'ai conceptualisé cet instrument, le drive, c'était pas ça. Le drive, c'était mince, j'ai une technique qui est sympa, mais le problème, c'est qu'il faut faire ça avec le côté de la main, ça fait mal, les résultats sont pas très reproductibles. Comment je pourrais me faciliter la vie, tu vois ? Et le drive, ça a été ça. Et j'ai matérialisé les choses. Donc, j'ai dessiné, j'ai pris contact avec une boîte qui me faisait de la modélisation 3D, j'ai imprimé, j'ai testé des matériaux, puis je suis devenu quelqu'un qui a commencé à avoir de la connaissance dans les matériaux, alors que j'ai commencé à faire un autre métier, tu vois. Je passais de chirurgien esthétique qui se prend la tête sur une technique à designer de produits, puis ensuite industriel, entre guillemets, qui cherche un matériau qui va être stérilisable, etc. Et donc tout ça, ça m'a pris 2 ans. Je ne me suis pas payé du coup là-dessus, parce que c'est des dizaines d'heures où tu ne te payes pas. On est sorti un instrument qui au départ était pour moi, pour me faciliter ma vie. Au final, je l'ai présenté en congrès, les gens ont adoré. Et le truc, il s'est vendu alors que c'était pas le but au départ, tu vois. Donc, je dirais, plus tu vas investir sur toi, sur tes connaissances, sur ton réseau, tes relations, et plus tu vas déclencher cette espèce d'abondance, en fait. Mais c'est pas un truc qui m'a drivé. Moi, ce qui me drive, c'est vraiment, je te dis, la passion, l'amour,
les gens, en fait. Tu vois, là, on a monté une société avec, donc de formation. En fait, j'ai monté ça avec deux de mes amis. Non pas parce qu'on voulait gagner de l'argent, parce que la première année, on en a perdu. Et même si on a fait du chiffre d'affaires, comme quoi... Oui, mais ça, monter une boîte et qu'elle ne gagne pas beaucoup les premières années, c'est normal. Bon. En revanche, les bénéfices de tout ça ont été colossaux. Parce que du coup, on est les seuls à faire ce qu'on fait. Et on est l'académie qui est la plus importante à l'heure actuelle pour certains critères. Tout le monde nous connaît à l'international. Il n'y a pas de revenus liés à ça. Par contre, il y a du knowledge, il y a l'autorité, il y a de la légitimité, tu vois, il y a tout ça. Mais moi, je suis drivé par partager, passer du bon moment avec les copains, apprendre de mes amis aussi, parce que j'ai des experts qui viennent des States, qui viennent d'Europe, qui viennent de partout. En fait, c'est un super moment et c'est ça qu'on aime. Et forcément, un jour, ça va peut-être générer de l'argent parce que on va être de plus en plus connus et que les gens vont nous demander de venir faire des congrès en Inde, en Chine, au Brésil ou je ne sais pas où. Mais au départ, le drive, c'est pas ça. Le drive, c'est présenter une technique, la partager avec les amis et passer un bon moment avec mes associés, tu vois. Toi qui viens du coup d'un milieu somme toute assez modeste. Avec je dirais c'est classe moyenne sup, tu vois. On n'était pas. Moi j'ai fait une école privée catholique, ça coûtait de l'argent, mes parents se saignaient pour ça. Donc pas modeste, mais voilà. moyenne sup, comme tu dis. Est-ce que. Comment est-ce que ta relation à l'argent elle a changé entre le petit Alexis ou le jeune Alexis, le Alexis qui est interne, qui gagne, tu vois, jusqu'à 2500, mais alors qui fait des heures pour ça, et puis tes premiers salaires de chirurgien esthétique, comment ta relation à l'argent elle a évolué? Écoute, c'est très intéressant. J'ai commencé à bosser très tôt, relativement tôt, on va dire, parce que pour certaines personnes, ça va paraître un peu tard. Je crois que mon premier vrai job, entre guillemets, c'était les vendanges dans le sud de la France. Donc, je crois que j'avais 16 ans. Et je suis parti tout seul dans le sud. Mes parents avaient un petit truc là-bas. Et j'ai fait les vendanges. Donc, lever 5h du mat. Tu ramasses les raisins en plein cagnard. Il fait 45 degrés. Ça tape. Et tu fais ça de 5 ou 6h du mat jusqu'à, 13-14 heures. Et c'est épuisant physiquement, en fait. Tu as les épaules en feu, un petit peu comme maintenant avec ce que je fais. Et je gagnais, je ne sais plus à l'époque, peut-être 1000 euros. 1000 euros pour le mois, tu vois. On faisait du 6-14, ça doit faire 8 heures par jour, je pense. En étant nourri, on est nourri logé en général. Non, là c'était particulier. Okay. Moi, en tout cas, je restais pas sur place parce que j'avais un truc à côté. Mais c'était ma première expérience. Ensuite, j'ai vécu un peu en Australie. J'étais serveur et je bossais à l'usine parce que je suis parti en Australie, j'avais pas d'argent. J'étais à l'usine de 5h du mat à 13h. Je faisais une sieste et j'allais bosser au bar à 18h. Je gagnais plus en étant barman et à l'usine qu'en étant interne, tu vois. Parce qu'en Australie, barman, je faisais 25 $, tu vois, et à l'usine, pareil, je faisais entre 20 et 25 aussi. Et là, j'ai appris la valeur de l'argent, tu vois. Et c'était horrible. Je pense que l'usine, c'est le pire boulot que j'ai fait de toute ma vie, quoi. C'était une usine Technicolor à l'époque où il y avait des DVD, c'était en 2008, je crois. Et il y avait un bruit assourdissant. On était tous en rang comme ça et moi je découvrais ça, j'avais jamais bossé à l'usine, je savais pas ce que c'était et en fonction de la position que tu avais dans la chaîne d'assemblage, soit tu mettais le petit livret dans le DVD, soit tu posais le DVD dans la boîte, soit tu refermais la boîte en fait. Et c'est une torture. 8 heures par jour, faire un geste. Ah mais quelle horreur. C'est une horreur. Et je faisais ça avec un de mes meilleurs potes de l'époque, un Allemand avec qui j'avais sympathisé. Donc nous on se racontait nos vies pour faire passer le temps. On était face à face dans la chaîne. Il y avait une chef de ligne chinoise qui sifflait pour pas qu'on parle en fait. On n'avait pas le droit de parler. Et je me suis dit putain mais c'est l'esclavagisme ce truc quoi. Et je me dis on parlait avec des nanas à table. Elles étaient là depuis 20 ans. T'imagines? Et moi je travaillais avec l'horloge en face de moi. À la fin, je voyais défiler les secondes, tellement c'était long et atroce, quoi. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai la chance de peut-être un jour faire le métier que j'aime et qui va faire que je vais jamais travailler un seul jour de ma vie, quoi. Et là, j'ai pris conscience de plein de choses, notamment... Ça, c'était quoi? C'était des stages d'été? Tu avais déjà commencé tes études de médecine? J'avais commencé mes études, je crois que j'étais en 2e ou 3e année. Okay. J'avais fait une césure de 4 mois.
J'avais écrit une lettre au doyen. J'avais dit, je fais un break. Est-ce que vous m'accordez le break? Il m'avait dit oui, il avait été très sympa, très compréhensif. Et j'étais parti en Australie. J'avais peut-être 1000 ou 2000 euros en poche. Mais je parlais pas un mot d'anglais. J'avais jamais bossé à part cette histoire de vendange. Et ouais, là, j'ai pris une petite claque, ouais. Et comment ça a façonné ta relation à l'argent et comment elle a évolué après? Alors, je pense que ça a joué un rôle dans ma vision du travail, déjà. Et ça, en fait, ça a renforcé le sentiment que j'avais pendant mes études de je suis au bon endroit, tu vois, je suis aligné. Et rentrant là, je me suis dit, waouh, j'ai tellement de chance, quoi, tu vois, d'avoir eu la possibilité de faire des études, même si c'était galère parce que je bossais aussi pendant mes études pour me payer mes études, l'appart et tout ça. Et je me suis dit, putain, mais t'as tellement de chance de faire un boulot qui non seulement va te nourrir dans ta vision, dans ce que tu te projettes, en termes de, enfin, ce dans quoi tu te projettes au quotidien dans la société, et en plus, avec un peu de chance, tu gagneras bien ta vie, tu vois. Et je me suis dit, je vais me lever, tous les matins, je me lève. C'est génial, quoi. Se lever et puis d'aller faire ta passion et travailler des équipes incroyables. Enfin, pour moi, c'est une bénédiction, quoi. Et quand tu gagnes tes premiers salaires à la sortie des études, tu vois, tu fais tes premiers devis, tes premières prestations, etc. Là, on change quand même un peu de référentiel. Oui. Comme n'importe qui gagne son premier salaire, qui passe de étudiant à je gagne mon premier salaire. Est-ce que ça a été un moment qui t'a déstabilisé? Est-ce que... En fait, le premier moment où j'ai commencé à gagner une somme conséquente, on va dire, en tout cas une somme à laquelle je n'étais pas habitué. Ouais. Je me rappelle avec ma femme, même moi-même j'étais choqué parce que donc à l'époque je travaillais en chirurgie de la main et on travaille beaucoup parce que c'est des grosses amplitudes horaires, il y a des gardes, donc tu te lèves à 3h du mat pour aller remettre un doigt coupé. Mais c'est rémunérateur de par le nombre d'opérations que tu fais et de par l'amplitude horaire, en fait. Et je me rappelle, on était dans le sud de la France, je travaillais dans une clinique spécialisée en chirurgie de la main, et je dis à ma compagne, parce que je rentrais tard le soir, je lui dis, mais est-ce que tu veux que je te dise ce que j'ai fait aujourd'hui, machin, en termes de chiffres, etc. Elle me dit, ouais, pourquoi pas. Et je dis, bah regarde. Elle me dit, mais attends, c'est pas possible, il y a un problème, il doit y avoir une erreur. Il y a un zéro en plus. Il doit y avoir une erreur, c'est indécent. Tu vois, sa première réaction, ça a été... C'est indécent. Indécent, tu vois. Et ça en dit long, parce qu'elle vient d'un milieu assez modeste, ça en dit long sur ton récipient financier et ta vision un petit peu de l'argent, du travail, etc. Mais en fait, quand tu y penses, tu as fait 13 ans d'études, tu as plusieurs diplômes, notamment de chirurgie de la main, de microchirurgie. Tu replantes des doigts, ce qui est une chirurgie quand même qui est incroyable parce qu'elle te redonne une partie de ton membre, en fait. Donc c'est pas rien, c'est une haute technicité et tu es bien payé. Alors, je dis bien payé, mais en fait, j'ai travaillé au Canada dans des centres où on faisait la même chose et c'était 3 fois mieux payé. Et c'était normal pour tout le monde, dans le système public en plus. Le coût de la vie n'est pas le même nécessairement. Au Canada, oui, c'est un peu plus cher, mais les écarts étaient plus importants. Tu vois, c'était pas proportionnel. Et on s'est pris une claque tous les deux. Et donc, moi, j'ai eu ce truc de waouh, incroyable, quoi. Non seulement je fais un truc que j'adore, parce qu'à l'époque, la microchirurgie, c'était vraiment un truc que j'adorais faire. Et même si tu fais des heures folles et 2h du mat, on t'appelle, il y a quelqu'un qui s'est coupé le doigt, il faut y aller tout de suite. Donc c'est pas confortable comme vie. Mais en fait, tu es content parce que tu vas rendre un service incroyable. La personne va retrouver l'usage de sa main et en plus, tu es hyper bien payé. Donc c'est cool, tu vois, c'est top. Et tu te dis, waouh, je fais un métier incroyable et en plus, je suis hyper bien payé et c'est une passion. Et alors, sur le long terme, effectivement, t'as forcément des contraintes parce que là j'avais pas de vie de famille à l'époque, tu vois, mais quand t'as 2-3 enfants et que toutes les semaines il faut te lever, je pense tu vois plus que le mauvais côté de la chose. Là c'est l'euphorie du début, si tu veux, c'est genre tu découvres, et je pense qu'avec le temps c'est comme tout, le cerveau s'habitue et c'est ce qui fait que si on te met ton dessert préféré tous les jours, à la fin t'as envie de vomir, quoi. Oui. C'est pareil. Mais ce que je constate, c'est que quand on fait les choses par passion, quand notre métier est une passion,
il y a souvent cette... alors, pas chez tout le monde, mais il peut y avoir cette culpabilité de « Waouh, ce que je gagne pour faire un truc qui non seulement est une passion, mais aussi, des fois, qui est simple pour celui qui le fait. » Et moi, je sais que je suis régulièrement rattrapée par ça, en mode ah oui, mais genre, ça a autant de valeur ce que je fais pour les autres, parce que c'est devenu simple pour moi, parce que j'adore ce que je fais, et donc il y a toujours ce truc de... Et on rentre dans la rationalisation de « oui, mais j'ai beaucoup travaillé, oui, mais j'ai... » Et des fois, moi, j'aimerais bien de me dire « non, mais j'ai pas besoin de rationaliser ça, en fait. Oui, je délivre de la valeur, c'est simple pour moi, très bien, fine, super. » Mais non, tu sais, on est obligé de le raccrocher à la valeur mérite, la valeur travail et tout. Parce que, mais même vis-à-vis de nous-mêmes, je te parle même pas de le rationaliser vis-à-vis du monde qui peut-être lui a besoin de comprendre que c'est comme les joueurs de foot qui sont bien payés. Qu'il n'y a pas qu'on court derrière un ballon, si tu veux. Mais non, pour des fois, même pour moi-même, j'arrive juste pas à accepter que, oui, je délivre quelque chose qui a de la valeur, qui est simple pour moi, et je gagne beaucoup d'argent avec. Juste ça, c'est pas toujours OK pour moi, tu vois. Alors, ça, c'est une question hyper intéressante. J'ai dû travailler 1 an avec mon coach là-dessus. Parce que, père anarchiste, les riches sont des salauds. Tu sais, il m'a transmis tous les logiciels financiers de argent égale t'es un salaud, t'as volé l'argent, c'est inadmissible, etc. Et quand t'as ça en tête et que tu commences à gagner ta vie, t'es dans l'autosabotage après. Ouais. Parce que du coup, t'as tous ces logiciels-là, plus le côté éducation catholique, machin, etc. Et du coup, c'est un poison pour toi. Tu t'empoisonnes, en fait. Donc, les parents, parfois, te transmettent des espèces de bagages qui sont leurs propres croyances et leurs propres limitations vis-à-vis de l'argent. Moi, j'ai eu cette discussion avec mon père il n'y a pas très longtemps. Il me dit, l'argent, ça corrompt les gens. Je dis, donne-moi un exemple. Et je lui dis, mais l'argent, c'est le truc le plus neutre qui soit, en fait. Tu peux en faire des miracles et tu peux en faire des bombes atomiques. Non, mais tu vois, c'est ça, ou des virus qui s'échappent de la boue après, j'en sais rien, mais tu vois, ça peut être une catastrophe, comme ça peut être miraculeux. Et en fait, ça dépend juste de la personne que tu es toi au départ. Avoir plus d'argent, ça va juste amplifier la personne que tu es, et c'est tout. Ça s'arrête là. Ouais, mais cette déconstruction, elle est d'autant plus difficile, et j'ai mis le doigt dessus, tu vois, dans mon histoire personnelle récemment, que quand tu as une famille aimante, une enfance heureuse, mais que tu découvres adulte qu'il y a des codages qui te sont pas utiles. Et il faut que tu sois déloyal à ta famille. Voilà. Et c'est ça qui est difficile. Tu romps avec ce qui t'a... Exactement. Et ce qui t'a fait grandir. Alors, je sais pas ce que c'est de vivre une enfance malheureuse, donc je peux pas dire que c'est plus facile pour les gens qui ont eu une enfance malheureuse. J'ai pas de comparaison. Je suis pas sûr que c'est de rapport avec le caractère heureux ou pas de l'enfance. Je pense que c'est les logiciels qu'on t'a transmis, en fait. Ouais, mais ceci dit, pour moi, il y a vraiment ce truc de... Ah mince, j'ai quelque chose à reprocher entre guillemets, à mes parents. En tout cas, ils m'ont transmis quelque chose qui ne me sert pas. Ils m'ont vraiment... Enfin, Ils t'ont fait un challenge à relever, c'est différent. Tout à fait. Mais c'est difficile de dire « Ah mince, j'ai cet héritage qui ne m'est pas du tout bénéfique aujourd'hui », alors que par ailleurs, je suis extrêmement fière de l'enfance que j'ai eue, de qui ils sont et de l'amour que j'ai reçu, tu vois. Moi, j'ai ce truc, tu vois, cette dissonance cognitive sur laquelle... je travaille. Tu es en train de relever le challenge. Je te donnerai le numéro de mon coach, si tu veux. Avec plaisir. Mais effectivement, c'est pas simple, tu vois, de se dire on peut avoir une enfance heureuse et des parents aimants et pour autant avoir des challenges à relever. C'est un cadeau. Mais ceci dit, c'est plus simple de les voir comme des cadeaux, justement. Alors, je sais pas si c'est plus simple, mais quand tu dis effectivement, je pourrais leur reprocher, tu émets un jugement, en fait. En fait, ils ont fait de leur mieux. Avec le logiciel qu'eux-mêmes ont eu de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Et en fait, ils t'ont offert un challenge que peut-être toi, tu vas relever. Et grâce à toi, ton fils, ta fille, tes enfants n'auront pas ce challenge à relever parce que tu auras du coup augmenté leur récipient financier et ils auront d'autres challenges à relever que toi, tu n'as peut-être pas encore relevé, mais que tu relèveras peut-être dans cette vie ou dans une autre. Eh bien, écoute, merci Alexis.
C'était une belle conclusion. Ouais, d'autant que là, je vois l'heure. J'espère qu'il n'y a pas d'enregistrement après nous. Parce que... mais moi, j'ai des enchaînements après. Moi aussi. Écoute, merci beaucoup. Si on tape Alexis Delobo, on peut te retrouver sur... T'as pas de... Instagram, LinkedIn, ouais. Facebook un petit peu, YouTube très peu. Tiens, je t'ai pas trouvé tout à l'heure sur Instagram. YouTube. Je t'ai pas tagué. Ah si, il faut que tu mettes Docteur Alexis Delobo. Voilà, j'ai oublié le docteur. Tu vas me trouver et c'est à peu près tout, je pense, au niveau des médias sociaux. Eh bien, merci beaucoup pour cette conversation. C'était un plaisir, Delphine, d'échanger avec toi. Et à très bientôt.